Bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle. Je suis Mélanie Wanga et je suis la directrice des rédactions de mademoiselle.com, qui est un média en ligne féministe qui traite de société pour ceux qui ne le savent pas. Donc vous regardez ce soir notre 3e live de notre série sur l'élection présidentielle de 2022, une élection qu'on va traiter avec un point de vue féministe évidemment. Pour rappel, on va couvrir cette élection dans une série de live Twitch qui vont poser aux candidates les questions que le lectorat de Mademoiselle se pose justement. Donc on a fait un choix clair qui est celui d'inviter les femmes de cette élection présidentielle, donc les candidates. Pour les hommes, on invitera des femmes de leur parti. Et avec tout ce beau monde, on discutera programmes, mesures autour des droits des femmes, des personnes LGBT, des minorités en général, autour du travail et de l'économie, de l'écologie et de la jeunesse notamment. Et ce soir, on reçoit la candidate à l'élection présidentielle Hélène Touy du Parti animaliste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci de votre invitation. Je vous en prie. Ce live, c'est aussi une soirée en partenariat avec le média d'enquête et de culture urbaine Street Press, qui sera représenté ce soir par Mathieu Mollard, le rédacteur en chef de Street Press, qui est actuellement en coulisses à nous regarder. Bonsoir Mathieu. Et avec moi également à côté, pour cette soirée, Maëlle Lecor. Bonsoir. Bonsoir. Donc Maëlle Lecor, journaliste société chez Mademoiselle, qui va interroger et interviewer la candidate à mes côtés. Le chat, du côté du chat, vous serez en compagnie, comme d'habitude, de Mimi Hegel, qui est la rédactrice en chef de Mademoiselle, à la régie, qui nous transmettra également toutes les questions que vous pourrez nous faire parvenir et les réactions en live. Bonsoir Mimi. On entend tout bas, on va faire des petits réglages. Du coup, Mimi est là. Donc, je tenais à faire une note par rigueur journalistique quand même. C'est important pour nous de signaler que Ulrich Rosier, qui est le cofondateur d'Humanoïde, qui est la société qui détient Mademoiselle, est candidat lui-même également du Parti animaliste pour les élections législatives de 2022. Donc, c'est dit, c'est posé. Donc, Hélène Touy, vous serez avec nous durant 1 heure pour répondre à nos questions et à celles du chat. Et puis, on passera à la phase du débrief où vous ne serez pas avec nous et où on reviendra sur ce qui a été dit. Mais en attendant, vous, sur le chat, comme d'habitude, vous pouvez participer tout au long de l'émission, nous envoyer des messages, nous envoyer des émotes, nous envoyer vos réactions. Bien sûr, suivre la chaîne, vous abonner à la chaîne Twitch de Mademoiselle. Et je crois que c'est bon. J'ai tout dit, donc c'est parti. Je vais laisser la parole à Maëlle qui va nous parler un petit peu de la candidate Hélène Touy. Bonsoir Hélène Touy. Bonsoir. On est ravis de vous avoir ce soir. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à notre invitation. Alors je vais parler un petit peu de vous et du Parti animaliste, voilà, pour les personnes qui nous regardent ce soir et qui vous connaissent peut-être pas. Alors vous êtes avocate de profession, vous avez 38 ans. Vous êtes une des cofondatrices du Parti animaliste, vu que vous étiez 6-7 voilà, à la base, voilà, à l'avoir créé en 2016. Donc vous êtes déjà présenté à plusieurs élections. Vous avez même atteint les 2,2% des suffrages aux dernières européennes, ce qui n'est pas rien. Mais c'est la première fois que vous portez la candidature du Parti animaliste à la présidentielle. Pour situer un petit peu ce qu'est le Parti animaliste, donc, comme son nom l'indique, c'est un parti qui défend la cause animale. Vous considérez aujourd'hui que la question animale n'est pas assez présente dans le débat politique. Et si on résume un petit peu, en gros, le projet, c'est de défendre le bien-être animal et de faire émerger une société qui respecterait les intérêts des animaux. Je résume très grossièrement peut-être, mais voilà, en tout cas, c'est l'idée. Vous revendiquez justement ce monothématisme, c'est-à-dire que face à d'autres enjeux qui peuvent aussi compter pour les Français en cette période électorale, par exemple le logement, la lutte contre le chômage, les inégalités, le pouvoir d'achat, voilà, vous assumez de rester sur cette ligne. On va parler des animaux, on reste là-dessus. Voilà, c'est vraiment quelque chose que vous assumez pleinement. Alors, je vais faire effectivement une petite parenthèse, on va dire, mais voilà, on est sur une période un petit peu particulière. Voilà, on est comme nous ici avons les yeux rivés sur ce qui se passe en Ukraine. On est quand même face à une actualité internationale très chargée et voilà, on imagine bien que vous aussi vous la suivez. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui se présente à une élection présidentielle de dire on ne parlera pas de politique internationale dans ce contexte de campagne, voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est pas ça notre sujet justement? Qu'est-ce que vous répondez justement dans cette période là que nous traversons? Alors, ce qu'on répond, c'est d'abord qu'effectivement, comme tout le monde, on est extrêmement préoccupé, extrêmement inquiet et vraiment bouleversé par ce qui se passe en Ukraine. Et évidemment, ce qu'il faut expliquer d'abord, c'est que quand on est animaliste, on est déjà des humanistes. Et on a étendu le champ de notre considération. Donc, évidemment, on a la considération pour les humains, mais
on étend notre considération au-delà aux animaux. Et donc évidemment, en tant qu'animaliste, on a de la considération pour autrui, et donc on ne peut pas se satisfaire de guerre, de violence envers les individus, et au contraire, on porte un projet de société pacifié, évidemment envers les humains, et aussi envers les animaux. Et donc évidemment, le contexte de guerre tel que celle de l'Ukraine nous bouleverse profondément et va vraiment à l'encontre de toutes les valeurs et de tous les principes que nous portons, parce que nous considérons justement que la bienveillance, la compassion doit nous amener à pouvoir cohabiter et vivre tous ensemble. Alors, la question internationale, elle est quand même présente dans votre programme, et c'est vrai que sur un contexte comme ça de guerre qui va concerner directement l'Europe, c'est vrai qu'on est en droit de se demander qu'est-ce que vous pouvez proposer, vous, en tant que candidat du parti animaliste, sur ce sujet. Alors, je pense que sur la question tout particulièrement de l'Ukraine, il faut... Alors, effectivement, vous avez eu raison d'expliquer la genèse du parti animaliste et ses objectifs. Nous, on a créé un parti animaliste pour répondre au manque qu'il y avait dans les autres formations politiques de porter la question animale, parce que pour nous, la question animale est une question qui est fondamentale. On ne dit pas que les autres questions ne sont pas importantes. On dit que cette question, elle est importante parce qu'elle irrigue notre rapport à l'autre, notre rapport au monde, et en fait, notre rapport toujours de domination, de prédation sur les autres, et que effectivement c'est important de se préoccuper du sort de l'autre humain, l'autre animal, et que ça a des conséquences dans tous les champs de notre société, de notre vie quotidienne. Sur la question ukrainienne tout particulièrement, ce que l'on dit aussi, il faut avoir l'honnêteté de dire et l'humilité, j'ai envie de dire, qu'on n'a pas tous les éléments. D'accord ? C'est une question qui est complexe. La question internationale est en général complexe, mais celle-là, elle est tout particulièrement. Et évidemment, dire de principe qu'on veut absolument faire cesser cette guerre, ça c'est une évidence pour tout le monde. Maintenant, de quelle façon, avec quels éléments, on n'a pas accès à toutes les informations. Il y a beaucoup d'éléments secret défense qui ne sont pas à la portée de tout le monde et qui ne permettent pas de dire avec beaucoup un ton péremptoire qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. Évidemment qu'il y a un consensus et une évidence sur le fait qu'il faut en finir au plus vite avec cette guerre, qu'il faut sauver évidemment les individus, les humains et les animaux aussi qui sont pris dans ce conflit. Mais dire qu'on a la recette magique pour dire comment on va sortir du jour au lendemain de ce conflit, ça, à mon avis, c'est un manque d'humilité parce qu'on n'a pas toutes les données. Ok. Du coup, oui, c'est vrai qu'on voulait quand même vous poser cette question, parce que même si effectivement, c'est pas dans vos thématiques principales, on trouvait que pour un live politique, ne pas du tout évoquer l'Ukraine, c'était quand même assez compliqué. Donc voilà. Alors moi, du coup, je vais rentrer un peu dans vos thématiques pour le coup, à savoir notamment quelque chose qui nous a pas mal interpellés, c'est tout ce qu'il y a autour dans l'actualité des ravages de la chasse de loisirs ces derniers temps. C'est quelque chose qui a pas mal circulé, notamment sur les réseaux sociaux. On peut rappeler que le 19 février dernier, il y a une randonneuse de 25 ans qui est décédée lors d'une battue au sanglier dans le Cantal. Il y a eu aussi, on compte 421 morts depuis 2000 justement des activités de la chasse. Donc Yannick Jadot, candidat des Verts, a tweeté « Personne ne devrait plus mourir à cause de la chasse. Je me suis engagé dans mon programme à interdire la chasse les week-ends et les vacances scolaires. » Vous, dans votre programme, c'est quelque chose que vous évoquez, la chasse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu autour de cette question-là ? Alors, nous, on porte un programme d'interdiction totale de la chasse, mais une fois qu'on dit ça, il faut expliquer pourquoi. C'est-à-dire que la chasse, quand on parle de la chasse, on a souvent tendance à imaginer que la chasse, c'est quelque chose d'absolument nécessaire, notamment pour réguler les animaux qui sont nuisibles, qui font des dégâts aux cultures. Et on parle en général des sangliers. Alors ça, c'est effectivement une partie de la chasse, et je vais y revenir dans quelques instants, mais la chasse, c'est aussi la chasse, le lâcher de 20 millions d'animaux qui sont élevés chaque année, qu'on lâche pour servir de cible vivante, pour avoir une chasse facile, avec des animaux qui sont incapables de se défendre, incapables de fuir. Et donc, c'est aussi ça la chasse. Et ça, on ne peut pas le justifier à notre sens, parce que les animaux n'ont aucune chance, c'est du pur loisir, de la cruauté gratuite. Donc ça, il faut l'interdire immédiatement. Et à notre sens, il n'y a aucune justification sur ce point-là. Après, il y a toutes les chasses traditionnelles. Et la chasse à courre également, où l'animal est traqué, où il est épuisé, où il est apeuré. Et là aussi, on est vraiment dans de la cruauté extrême. Et là encore, au XXIe siècle, quand on porte des valeurs de compassion, d'empathie, on ne peut pas supporter de maintenir ce type de pratique. Et après, il y a la question, effectivement, de ce problème qu'on appelle de régulation, où les animaux sont
des fois générateurs de dégâts aux cultures, donc les sangliers en l'occurrence. Et donc ce que l'on dit, c'est qu'il faut changer de logiciel sur notre rapport aux animaux et notamment aux sangliers. Il ne faut pas les considérer toujours comme des nuisibles, avec comme seule solution de les tuer, mais il faut les appréhender comme des cohabitants, reconnaître aussi leurs intérêts et se dire que l'on peut concilier les intérêts des agriculteurs. Il est normal de protéger les cultures, ce n'est pas une difficulté, mais il faut protéger les cultures avec des dispositifs. Il faut aussi se poser la question des cultures que l'on met dans des parcelles qui sont à risque. Il y a des parcelles qui sont très exposées en fonction de leur localisation, donc il faut protéger ces parcelles-là et il faut aussi mettre des moyens, faire des études sur des dispositifs alternatifs tels que la stérilisation des sangliers, comme c'est le cas en Espagne. Ouais. Alors j'entends tout ce que vous dites sur les sangliers, je pense que c'est intéressant pour notamment les personnes qui nous regardent. Après, je pense qu'au niveau de l'opinion publique, ces arguments-là, ils ont été portés, mais moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même un basculement de l'opinion actuellement, notamment dû à ces événements-là. Et les personnes qui meurent par la chasse, c'est pas nouveau, il y en a plein tout le temps. À votre avis, pourquoi c'est en train de basculer maintenant ? Alors d'abord parce qu'il y a beaucoup plus de médiatisation sur ces événements-là, que l'on comprend de plus en plus que la chasse est un loisir d'une infime minorité, puisqu'il y a 2% de chasseurs, et qu'il est évidemment inacceptable qu'on soit en France en train de se balader, de faire de la randonnée et qu'on perde la vie pour quelque chose d'aussi futile qu'un loisir en plus meurtrier. Donc ça devient de plus en plus inacceptable pour la population. La question de la chasse, moi qui suis rurale et qui ai grandi à la campagne, c'est une question sur laquelle on pouvait très peu débattre, on pouvait très peu discuter parce que... C'était la culture, quoi. C'était la culture et il y avait aussi une crainte à la campagne de pouvoir exposer une opinion défavorable envers les chasseurs, parce que les chasseurs sont armés. Il y a souvent des intimidations à la campagne, il faut aussi le dire. Et les ruraux ne se sentent pas en sécurité. Et d'ailleurs, tous les sondages montrent que la majorité des ruraux ne se sentent pas en sécurité à la campagne, notamment en période de chasse. Et donc, tous ces éléments ont fait que les personnes n'osaient pas prendre la parole. Et avec la médiatisation, il y a eu une libération de la parole et on considère effectivement, avec ces multiplications de faits divers, qu'il est inacceptable de continuer ce loisir alors que cela est extrêmement dangereux pour les populations. Alors, je vais rester un petit peu sur le terrain de la chasse, en tout cas pour commencer, mais voilà, on va parler d'un autre sujet. Il y a un féminicide sur 4 qui est lié à des armes de chasse. C'est assez impressionnant comme chiffre. Vous le faites, vous aussi, ce lien entre le combat contre la chasse et la lutte contre les violences faites aux femmes? Alors, je le fais d'autant plus que je suis avocate et que j'interviens beaucoup en matière familiale et que j'ai régulièrement dans mon cabinet des femmes qui m'expliquent effectivement qu'elles n'osent pas quitter le domicile conjugal parce qu'elles sont menacées par leur mari qui a des armes. On voit qu'il y a des faits divers où malheureusement le mari violent fait usage de l'arme et ce que je regrette beaucoup, c'est que ce débat ne soit quasiment jamais abordé, que les liens soient très peu faits, alors qu'effectivement, c'est extrêmement angoissant et anxiogène pour une famille, pour une femme qui est dans une situation de violence, clairement, et qui, en plus, se sait menacée par cette arme chez elle, à son domicile, dont le mari sait en plus s'en servir, puisqu'il est habitué à s'en servir. Et donc, oui, je vous remercie de poser cette question, parce que j'ai beaucoup de témoignages bouleversants de femmes dans mon cabinet qui sont terrorisées par la présence de ces armes dans les foyers, et qu'effectivement, c'est vraiment un problème dont on ne parle pas du tout, et qui est à l'origine de graves violences familiales. C'est intéressant la manière dont vous en parlez justement aujourd'hui, parce que dans votre programme, c'est peut-être un petit peu plus timide, justement. Vous ne parlez pas directement de ces violences faites aux femmes, vous parlez par exemple d'insécurité dans les territoires ruraux. C'est la manière dont vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Mais voilà, qu'est-ce que vous entendez par exemple par insécurité? C'est intéressant d'utiliser ce terme d'insécurité plutôt que de dire de parler des violences faites aux femmes, par exemple, de manière plus directe, des violences sexistes et sexuelles, par exemple. Oui, vous avez raison, de toute façon, c'est effectivement le cas. Alors, quand on parle d'insécurité, c'est l'insécurité à l'intérieur des familles, c'est l'insécurité à l'extérieur avec les randonneurs, c'est aussi l'insécurité dans le voisinage, parce que l'on sait qu'un voisin qui est armé, eh bien, il est potentiellement beaucoup plus violent qu'un voisin qui ne l'est pas. Et donc, ça génère un climat de tension et de crainte qui est à l'origine de cette présence des armes.
Est-ce que vous vous considérez comme une candidate féministe, sachant que voilà, on parle là des violences sexistes et On sexuelles. est chez Mademoiselle. Voilà, on a un média féministe nous aussi, on vous invite, voilà, et justement, vous avez l'air quand même assez passionné quand vous en parlez, justement, quand vous recevez des femmes dans votre cabinet. C'est quelque chose qu'on vous a pas trop entendu mettre en avant, justement, si vous étiez une candidate féministe. Alors, globalement, j'aime pas trop les étiquettes. C'est aussi pour ça, je pense que je suis une candidate qui défend les femmes dans mon activité professionnelle et effectivement, les drames que subissent les femmes, je les vois au quotidien. Je les accompagne au quotidien dans celles qui sont dans une grande précarité aussi. Donc, effectivement, je suis une candidate qui défend les femmes, qui défend la place des femmes aussi dans la politique. Et d'ailleurs, le Parti animaliste est le premier parti politique qui a été qui est pénalisé parce qu'il a présenté entre guillemets, trop de candidates. Donc nous avons, dès le début de la formation de notre parti, fait beaucoup de place aux femmes, estimé que justement, c'était pas pour des raisons bassement comptables qu'on allait freiner la volonté des femmes de venir en politique, de défendre la cause que nous portons. Et donc oui, nous considérons que c'est une cause qui est fondamentale, évidemment. Vous partagez beaucoup de choses quand même, on peut le dire, avec Europe Écologie Les Verts, mine de rien, dans la défense de la biodiversité par exemple. Pourquoi tout simplement pas les rejoindre ? Alors, si nous avons décidé de créer le Parti animaliste et si je me suis présentée à cette élection présidentielle, c'est parce que nous considérons qu'aucun candidat n'est suffisamment à la hauteur sur la question animale et en tout cas ne fait preuve de détermination suffisante pour porter la question animale. Il faut quand même rappeler qu'au moment où on a créé le Parti animaliste, différents candidats et partis ont été démarchés pour leur exposer la nécessité de se saisir de la question animale et de la porter dans le cadre de leur programme, de leur parti. On a eu au mieux de l'indifférence, plutôt du mépris aussi, sur le fait que c'était que des animaux, que cette cause était finalement pas une cause importante. Là où les choses ont basculé, c'est à partir des européennes où on a prouvé que la cause animale pesait 2,2% et donc il y avait un potentiel électoral. Et là, évidemment, à la suite de ces résultats électoraux, la plupart des candidats ont commencé à jurer la main sur le cœur que la cause animale leur avait été toujours une préoccupation pour elles et pour eux et qu'évidemment, naturellement, ils se préoccupaient de ce sujet. Et s'en sont suivis et s'en suivent toujours des déclarations de beaucoup de communication sur les mesures et des annonces dans le cadre des programmes. C'est très bien. C'est ce que nous voulions. Nous voulions que la cause animale elle avance. Mais ce que l'on voit aussi, on regarde, c'est au niveau... Il y a les déclarations à quelques semaines d'une présidentielle au niveau national, et puis il y a ce qui se fait au sein des partis, au sein des collectivités locales, où ces mêmes partis sont aux responsabilités. Et nous savons toutes les difficultés qu'ont des élus attachés à la question animale, ayant des délégations de conditions animales, qui essaient de porter ces mesures animalistes dans toutes les municipalités, toutes couleurs politiques confondues, et qui ont les plus grandes difficultés. Donc, on ne s'attache pas et on ne se tient pas seulement aux déclarations et à la communication publique. Ok. Ouais. Non, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, je pense que beaucoup de gens se posent cette question-là en se disant c'est écolo, cause animale, pourquoi on ne se met pas ensemble mais effectivement, il y a la déclaration de ce qu'on dit et puis potentiellement ce qu'on fait derrière. Il y a un prisme aussi, une appréhension qui est différente, c'est-à-dire que les écologistes appréhendent les animaux comme des espèces interchangeables. Nous appréhendons les animaux comme des individus. Chaque animal est un individu qui a des intérêts propres et l'on défend donc contre les formes de violence. Et donc, ça n'empêche pas, évidemment, de s'émouvoir de la disparition d'espèces animales. Mais en soi, ce qui nous importe, c'est l'individu, avec leur spécificité. Et ça, c'est une approche vraiment animaliste. C'est pour ça que vous parlez de la création d'un statut juridique, par exemple, pour les animaux. Justement, c'est ce qui fait partie de votre programme. D'accord. Dans votre programme aussi, vous parlez de la pandémie de Covid-19. J'ai trouvé ça assez intéressant, ça m'a interpellée. Vous dites notamment que l'ONU a identifié 7 facteurs qui favorisent les pandémies. Parmi eux, 4 sont en lien avec l'exploitation des animaux. Et ce que vous dites, c'est que si on continue à exploiter les animaux, on va vers plus de pandémies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça ? Oui, alors c'est l'IPBES qui dit ça tout particulièrement, donc la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, qui alerte dans son dernier rapport de 2020 sur l'ère des pandémies, qui nous explique que l'élevage industriel et intensif
en fait, comportent des animaux qui sont des clones d'un point de vue génétique, ce qui fait qu'à partir du moment où un virus vient dans l'élevage, il contamine tout l'élevage. Et quand vous avez une proximité génétique avec l'humain, et c'est le cas des cochons, puisque nous avons à 95% une génétique proche des cochons, eh bien, la transmission est facilitée envers l'humain. Et donc, ce que nous dit l'IPBES, c'est que cette génétique, cette concentration des animaux dans des espaces extrêmement réduits, fait effectivement que ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Si nous continuons avec ce modèle d'élevage, eh bien, nous développerons des futures pandémies. Nous avons vécu depuis 2 ans des conséquences dramatiques, économiques, sociales, familiales d'une pandémie. Nous savons très bien ce que c'est une pandémie. Et donc, si on continue sur ce modèle, on va dans le mur et on va encore avoir des conséquences dramatiques. Alors que l'IPBES nous dit le coût d'une pandémie est 100 fois plus élevé que le coût de sa prévention. Nous avons tout intérêt, même économiquement, parce que souvent on nous dit vous voulez fermer ces élevages intensifs industriels, mais vous ne vous rendez pas compte économiquement ce que ça va générer. Mais c'est 100 fois plus cher de lutter contre une pandémie que de la prévenir. Vous parlez aussi de l'exploitation des animaux sauvages et de la déforestation. Vous pouvez nous expliquer le lien ? Oui, parce que alors, pour nourrir les animaux d'élevage, il faut des protéines végétales, notamment du soja, ce qui conduit, parce que la France n'est pas en mesure d'assurer sa souveraineté alimentaire à cet égard, et donc importe beaucoup de soja, notamment d'Amazonie. Et donc génère de la déforestation. 80% de la déforestation en Amazonie est liée à l'élevage. Et donc en déforestant, on rapproche les animaux sauvages des villes, des centres urbains, et donc on génère ces transmissions de pathologies animales vers les humains. Et donc, c'est ce que nous dit l'IPBES. Il est vraiment important de conserver les habitats des animaux sauvages et donc de lutter contre la déforestation pour éviter ces transmissions de maladies aux humains. D'accord. Ok. Peut-être que le chat a des choses à nous dire. Le chat, il me semble, n'a pas de questions. Il y a beaucoup de fans, par contre. Il y a plein de gens qui disent, on voit première fois sur le chat, qui disent « Vive Hélène Touy, on t'aime Hélène !» Alors, je ne sais pas qui sont ces gens, mais bienvenue. Ils ont l'air très motivés. Je ne sais pas, Mimi avait l'air de me dire que pour l'instant, il n'y a pas énormément de questions. N'hésitez pas, le chat, si vous avez des questions pour Hélène Touy. Si vous avez des questions pour Hélène Touy, si vous avez envie de réagir, notamment sur les propos qui sont évoqués en plateau, n'hésitez pas. Je pense qu'on va pouvoir, dans tous les cas, faire une petite pause le temps que Mathieu de Street Press arrive pour sa pastille de questions qu'il a à vous poser. Hey, on est de retour sur le plateau de la présidentielle selon Mademoiselle. Mathieu Mollard de Street Press vient de nous rejoindre. Il a vu la lumière, il est rentré. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comme tous les lundis maintenant, ça devient une habitude. Ça y est, on est chez nous là, c'est bon. Voilà. Du coup Mathieu, tu as une question et tu as une vidéo à montrer à Hélène Touy, c'est ça ? Oui, tout à fait. Rebonsoir Hélène Touy. Comme tout le monde sans doute, on s'est vu avant de rentrer en studio. Je vais vous montrer une petite vidéo et puis on en parlera juste après. D'accord. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Delamour. Je vous parle au nom de l'association L214. L'enquête qui va suivre porte sur un élevage porcin qui fournit la marque Erta et fait partie de sa filière préférence. La marque la plus vendue en France. Oui, on a un problème de son ? Ouais, on voyait qu'il y avait un problème de décalage. Comment ça se passe ? On relance la vidéo sans les sous-titres ? On fait quoi ? On va enchaîner. Alors, soit on peut relancer la vidéo avec le même souci, soit t'enchaînes et t'expliques de quoi il est question. Je vais expliquer de quoi il est question. Donc cette vidéo, c'est une vidéo qui a été tournée par l'association L214. C'est une vidéo où on voit les conditions d'élevage dans un élevage porcin. J'imagine que vous connaissez cette vidéo. C'est une ferme-usine, un énorme élevage où des milliers de bêtes, j'ai plus le chiffre exact en tête, sont élevées.
dans des conditions indignes, des conditions de vie indignes et des conditions d'abattage ensuite qui le sont tout autant. Ma question, c'est en voyant comment les animaux sont traités dans ces fermes-usines, est-ce que vous, après ça, vous vous dites « je suis anticapitaliste » et est-ce que c'est pas ça le fond du problème, le capitalisme et donc les conditions d'élevage que ça crée ? Production intensive, quoi. Le fond du problème, c'est qu'on considère les animaux comme des ressources à notre disposition dont on peut user et abuser comme on veut et qu'on a considéré qu'il fallait toujours produire plus pour gagner plus et donc d'avoir une logique effectivement économique qui est fondée sur l'exploitation d'autrui et en l'occurrence des animaux. Donc effectivement, le problème initial, c'est de considérer que les animaux sont vraiment un bien donc, qui est exploitable à merci dans les pires conditions, les conditions les plus effroyables. Effectivement. Après, sur la question de l'élevage intensif et industriel, effectivement, nous, on porte la mesure d'interdiction avec une mesure sur 5 ans. Parce qu'on considère que les conditions, comme vous venez de dire, sont totalement indignes, qu'elles nous font honte, vraiment, arriver à des stades comme ça, les éleveurs, en plus, ce qu'il faut dire, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que ces éleveurs de l'élevage intensif et industriel, ils vivent même pas de leur métier. Ils ont le taux de suicide le plus élevé, ils sont désespérés, mais on les enchaîne avec des dettes pour être bien sûr qu'ils ne sortent pas de ce modèle de production, de productivité. Et donc, il y a aussi une détresse évidemment des animaux, une détresse des éleveurs. Et donc, effectivement, on lie vraiment la souffrance des animaux avec la souffrance des humains, et pour dire qu'il n'y a plus aucune raison valable de continuer dans ce système d'exploitation. Ce discours qui lie clairement le productivisme à la souffrance humaine et animale, vous place assez clairement à gauche. Ça, c'est vous qui le dites. Nous sommes un parti transpartisan. Et nous tenons à le rester parce que la cause animale, elle doit dépasser les clivages politiques. Elle doit rassembler des personnes de sensibilité de gauche et de droite. Vous avez des personnes de sensibilité de droite qui sont scandalisées par ces modèles de production et qui veulent en finir. Et c'est pour ça que c'est aussi important de ne pas s'enfermer dans une étiquette politique, parce que l'enfermement dans une étiquette politique va empêcher des personnes qui vont pourtant être tout autant choquées que vous par ces conditions de pouvoir s'approprier ce combat et lutter pour ce... Bien sûr, là vous parlez d'étiquettes. La politique, c'est pas que des étiquettes, c'est pas que des partis, c'est aussi une vision du monde. La notion de libéralisme, économique, de capitalisme, de productivisme, c'est une vision du monde global. C'est pas qu'une étiquette et être choqué ou pas être choqué. C'est comment on produit l'alimentation dont on a besoin, dans quelles conditions on vit, comment on considère les gens, comment on envisage la mondialisation. Tout ça, c'est pas qu'une étiquette. Il y a un moment, j'ai du mal à comprendre comment on se positionne pas vis-à-vis de ces grandes questions fondamentales qui ont un impact direct sur votre thématique. Mais parce que vous voulez mettre un qualificatif dessus, effectivement, que notre rapport à l'autre, qu'il soit humain ou animal, amène à condamner ce que vous venez de dire. Mais vous n'êtes pas obligé de coller une étiquette. Et si, quand vous dites ça veut dire qu'on est anticapitaliste ou pas, nous, c'est pas le choix que l'on fait de poser une étiquette qui finalement empêche beaucoup de personnes de se rassembler dans ce combat, parce que les personnes en ont assez d'être enfermées dans une étiquette. Et donc c'est aussi important de plutôt parler de ce que l'on condamne, donc des faits, des méthodes, plutôt que d'essayer de s'approprier, une étiquette. Après, des fois, les méthodes quand même découlent du... par exemple, le capitalisme, on sait que c'est une idéologie qui repose beaucoup sur le profit. Et là, vous l'avez dit très bien, que c'est le profit au dépit d'individus. Et du coup, c'est vrai que... Ça peut paraître compliqué d'essayer d'imaginer comment vous pouvez dire, nous, en tant que parti animaliste, on voit en fait comment ça se passe, l'industrie agroalimentaire, l'élevage intensif, qui sont quand même des conséquences directes du capitalisme, et de dire, mais le capitalisme ne nous dérange pas. Voilà. Alors, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit le capitalisme ne nous dérange pas, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'on ne veut pas se positionner ou se coller une étiquette en disant nous sommes anticapitalistes. C'est pas le sujet pour nous, en tout cas, c'est pas la façon de l'exprimer, parce que en
disant ça, vous vous coupez d'une grande majorité de citoyens qui ne se reconnaissent pas dans ces notions-là. En fait, vous le pensez un peu, mais vous le dites pas pour pas faire fuir des gens. Mais c'est pas une question de faire fuir, c'est que je pense qu'il faut plutôt lutter contre des modèles alimentaires, des modèles agricoles, des modèles industriels, plutôt que d'essayer de catégoriser des opinions, parce que je pense que effectivement, le problème aujourd'hui aussi, s'il y a aussi tant de personnes qui savent plus finalement de quel côté voter, qui ne se reconnaissent plus dans aucune sensibilité politique, c'est parce qu'on essaie d'enfermer les gens. Aux élections locales, vous avez fait des alliances au premier tour, au second tour, avec des partis de gauche et des partis de droite. Tout à fait. Quel bilan vous en tirez de ces alliances ? Alors, pour nous, c'était une expérience aussi pour essayer de placer des élus à la condition animale. Donc, nos élus sont formidables. Ils abattent un travail incroyable. Ils se mobilisent, mais un bilan quand même qui est difficile parce qu'ils sont souvent seuls dans ces municipalités à se battre, à défendre leurs valeurs. À gauche comme à droite ? À gauche comme à droite, oui. Ils sont souvent seuls. Ils sont souvent obligés d'hausser le ton pour faire entendre la voix des animaux, l'intérêt des animaux, et de rappeler un petit peu les valeurs communes qui nous ont conduits à cette alliance. Et donc, la voix animaliste, elle est encore très difficile à se faire entendre. Est-ce que vous pourriez, à l'avenir, faire une alliance avec le Front National, l'extrême droite ? Non, c'est pas du tout dans nos valeurs. Ça n'a jamais été fait, c'est pas du tout prévu. On a une question du chat, Mimi. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus ? Yes, alors est-ce qu'on m'entend ? Est-ce que ça fonctionne ? Oui, on incroyable. t'entend très bien. Alors, on a 2 questions de Isua12. On va commencer avec la question qui concerne ce dont on parle maintenant. Est-ce que ne pas s'aligner ne peut pas aussi décourager certains électeurs et certaines électrices ? Selon vous ? Alors, c'est la question qu'on peut légitimement se poser, mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont écœurées de la politique et qui viennent au parti animaliste justement parce qu'on a ce positionnement transpartisan au-delà des clivages traditionnels et qui justement arrivent à s'identifier au parti animaliste et à nous rejoindre. Donc peut-être qu'il y a des personnes que ça dérange et je peux le comprendre, mais il y a aussi beaucoup de personnes au contraire qui sont vraiment en recherche de ce transpartisanisme. Ok, Mimi, tu veux poser la deuxième question peut-être ? On a une réaction déjà sur votre réponse puisqu'on a Florie Montpé qui va plutôt dans votre sens pour le coup et qui dit « Je trouve ça intéressant de ne pas seulement appréhender les choses sous l'angle du capitalisme et de la mondialisation, car l'exploitation animale et la mise à mort non nécessaire des animaux restent problématiques, que ça soit à l'échelle industrielle ou paysanne. » Donc on a aussi des gens qui résonnent avec ce que vous dites. Et on avait une autre question d'Isu-A12 avant qu'on aborde ce sujet qui était quel est le positionnement du parti animaliste par rapport aux associations antispécistes les plus présentes dans les médias français, notamment L214 dont on vient de voir un extrait de vidéo. Alors, juste pour rebondir sur la précédente observation, effectivement, c'est très juste de l'avoir relevé. Ce qui nous gêne aussi beaucoup, c'est que avec le débat capitaliste, anticapitaliste, ça voudrait dire effectivement qu'on se lave les mains sur toutes les autres formes d'exploitation des animaux. Et c'est ce qui amène des fois à considérer que finalement, certains, que je ne citerai pas, que le foie gras artisanal, par exemple, ne pose aucun problème parce que c'est petit, artisanal, mignon. Et donc finalement, ça fausse le débat. Donc c'est aussi, la remarque est très pertinente. Sur le positionnement par rapport à des associations comme L214, le parti animaliste, il est indépendant de toutes les associations et donc il n'y a pas de lien structurel. Après, évidemment, ce sont des militants avec lesquels on milite depuis des années. Moi, je suis l'une des avocates de L214. Ouais. Donc évidemment, ils font un travail formidable. Ils ont réussi à déverrouiller ce sujet de la question animale. Ok. Bah, du coup, c'est bon, Mathieu, pour toi ? Bah ouais, je vais rendre ma place à Maëlle. à Maëlle et puis on se retrouve toutes et tous pour le débrief Yes. tout à l'heure. Mathieu nous rejoindra pour le débrief en deuxième partie. Mais merci à toi en tout cas. Magie, comme dans Ma sorcière bien-aimée, j'ai claqué des doigts et Maëlle est là. Alors, donc, Mathieu est parti. On va pouvoir enfin parler des choses intéressantes. Non, je rigole. Je rigole. Alors, Maëlle, tu as une question sur les programmes scolaires. Ouais, c'était intéressant. Regardez, justement, on a lu avec attention le programme et c'est vrai que voilà, vous êtes un parti monothématiste. Thématique. Monothématiste. Vous revendiquez votre monothématisme, donc vous êtes monothématiste. Donc je ne maîtrise que peu. Mais en tout cas, sur la question d'éducation,
vous avez quand même des mesures, enfin j'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses assez concrètes sur les programmes scolaires, sur les cantines, etc. Pourquoi justement c'est important pour vous d'aller justement sur ce terrain de l'éducation alors que vous n'allez pas forcément sur d'autres? Là-dessus, vous êtes quand même assez carré et assez concret. Parce que l'éducation, d'abord, ce qu'on voit, c'est que les enfants ont souvent une sensibilité pour les animaux, très jeunes. Et souvent, cette sensibilité, elle est un petit peu balayée ou elle est moquée. Et finalement, on les empêche de déployer cette sensibilité. On leur dit, par exemple, sur la consommation des animaux, que c'est normal, même s'ils s'interrogent, même si à un moment donné, ils veulent arrêter de manger des animaux. La réaction des adultes, c'est de leur dire, mais non, pas de sensiblerie, mange, il en faut pour ta santé, c'est pas grave, les animaux sont faits pour ça. Et alors qu'on voit bien que, naturellement, le bon sens des enfants fait qu'ils s'interrogent sur cette façon de traiter les animaux. Et nous, ce que l'on pense, c'est que les enfants, il faut les éduquer à l'empathie, au respect, et que ça commence dès le plus jeune âge. Donc respecter les animaux, respecter aussi les autres enfants et plus tard les autres humains. Et que donc c'est effectivement au moment de l'enfance, on plante des graines pour l'avenir, on construit aussi la société de demain. Donc c'est important d'accompagner ces enfants dans une autre conception de l'autre, de la considération. On prévoit d'ailleurs des initiations à l'éthologie parce que souvent on n'éduque pas suffisamment les enfants sur la façon de se comporter. Peut-être préciser ce qu'est Oui, l'éthologie. pour les gens C'est pas qui forcément un terme pardon. très connu, mais l'étude peut-être... du comportement ouais. des animaux, parce que on n'imagine pas à quel point les animaux ont des capacités et des capacités parfois très étonnantes. Et donc, c'est important d'éveiller la curiosité des enfants là-dessus et toujours dans le même objectif de les amener à protéger les animaux. Et il y a un enjeu justement, la question des cantines scolaires qui est revenue régulièrement Tout à fait. dans l'actualité, justement dans des communes, dans des municipalités, justement où voilà, il y avait une volonté de mettre en place au moins une fois par semaine dans les collectivités, voilà, un repas sans viande. Et à chaque fois, on voit que c'est très compliqué, qu'il y a une opposition très vive qui se met en place, que voilà, il y a toujours quelque chose. C'est assez crispant finalement. Pourquoi c'est un sujet aussi compliqué, la question des cantines scolaires, alors qu'en général c'est un repas. Voilà, c'est comme si on touchait à quelque chose de très très sensible à chaque Parce fois. que c'est souvent instrumentalisé, en fait, déjà, la question des cantines scolaires. Le repas végétarien, c'est le repas qui est le plus universel, donc qui permet à tout le monde de manger ensemble autour de la même table. Nous, ce que l'on porte, c'est la moitié de repas d'origine végétale dans la restauration collective, donc à horizon de 5 ans, pour effectivement amener les enfants, notamment dès le plus jeune âge, à commencer à s'habituer à l'alimentation végétale, à s'accoutumer à ça, voir que c'est très bon, que nutritionnellement aussi c'est tout à fait bénéfique, et donc sortir de cette espèce d'habitude et d'a priori que l'on enseigne aux enfants dès leur plus jeune âge. On a tous été victimes de ça. Il faut prendre 3 produits laitiers par jour, sinon ça va être la catastrophe. Il faut manger de la viande à tous les repas. Non, il faut vraiment éduquer les enfants dès le plus jeune âge, à leur montrer qu'il y a une diversité et que c'est bien, c'est bon. Et d'ailleurs, dans notre programme, on a aussi des cours de cuisine végétale parce que c'est quelque chose aussi d'important pour que l'alimentation, on a une difficulté, c'est que on a un Français sur 5 qui aujourd'hui ne mange pas tous les jours à sa faim. Et donc aussi, il faut rendre accessible l'alimentation. Et pour rendre accessible l'alimentation, il faut que les personnes reprennent l'habitude de cuisiner, et cuisiner notamment de l'alimentation végétale de bonne qualité. Et donc nutritionnellement aussi de bonne qualité, ce qui aura aussi des effets sur la santé, et y compris pour les personnes souvent qui sont en précarité, qui n'ont pas la possibilité de s'alimenter correctement. Et donc on porte vraiment des mesures pour rendre accessible à tout le monde l'alimentation végétale. La question de l'accessibilité justement de la nourriture, c'est Fabien Roussel qui la porte beaucoup justement en prenant l'accessibilité de la bonne nourriture, de la gastronomie. Justement, vous êtes... plutôt en porte-à-faux. La gastronomie va pas être la même finalement. Non, on porte une vision d'avenir, nous, de l'alimentation. Et la vision d'avenir, c'est une alimentation beaucoup plus végétale, parce qu'évidemment, pour des raisons éthiques, pour des raisons environnementales, pour des raisons aussi de santé, on pense qu'il y a toujours une caricature et qui est constamment véhiculée. C'est insupportable d'entendre ces poncifs. La bonne nourriture, ça serait quelque chose forcément à base de viande, très gras, avec beaucoup d'alcool aussi.
Il peut y avoir une alimentation qui soit saine, qui soit très bonne gustativement et qui soit pas moins joyeuse. Il y a beaucoup, de plus en plus de restaurants, notamment végétaliens, qui font de cuisine de très bonne qualité. Les véganes sont de plus en plus nombreux, sont joyeux, pas moins que les autres. Et de toute façon, nous, le programme qu'on porte, c'est une réduction de 50% de la consommation de produits d'origine animale. Donc, de toute façon, c'est aussi commencer à s'habituer à manger de l'alimentation végétale. Donc une réduction, donc ça ne veut pas dire que tout le monde va devoir devenir vegan si jamais le parti animaliste devait arriver. Pas au programme du parti animaliste. D'accord. Mais d'ailleurs, ça c'est intéressant, notamment je pense sur l'impact écologique, parce que on dit souvent que si tout le monde mangeait comme dans les pays occidentaux on mange, si toute la terre entière mangeait comme ça, en fait, il n'y aurait pas assez de ressources pour tout le monde, vu déjà aussi le gaspillage qu'il peut y avoir par ailleurs. Moi, ça m'intéresse qu'on en parle d'un point de vue politique, le végétarisme et le véganisme. Vous en parlez dans votre programme. C'est quoi le lien entre la nourriture et la cause animale pour le parti animaliste ? C'est déjà qu'on tue 3 millions d'animaux terrestres tous les jours en France, dans nos abattoirs. Qu'on tue 50 fois plus d'animaux marins en mer dans le monde. Donc on voit le nombre d'individus que concerne notre façon de nous alimenter. Donc le lien, il est clair, c'est-à-dire que moins on va consommer de viande, de poissons et de produits d'origine animale, moins on va tuer d'individus animaux. Voilà, et donc vraiment, on ne peut pas continuer dans les proportions que l'on fait à tuer tous ces animaux qui sont d'abord élevés dans les conditions qu'on a vues tout à l'heure, qui sont tués dans les conditions aussi que l'on sait dans ces abattoirs. Il faut vraiment, c'est complètement déraisonnable, irrationnel notre attachement à la viande, et donc il faut, par le biais de l'alimentation, et ça, il faut une politique publique pour accompagner, diminuer notre production et notre consommation de produits d'origine animale en incitant vers des filières végétales. Dans le chat, je vois un truc qui rajoute, je pense, qui est assez intéressant par rapport à ce qu'on est en train de dire. Muriel F75 qui dit: d'après les études scientifiques, ce sont les plus pauvres qui consomment le plus de viande. Or, la surconsommation de viande est mauvaise pour la santé. Donc voilà, effectivement, ce qu'il faut dire aussi, je pense, qui est assez important, c'est que les produits finaux qu'on trouve dans les magasins, notamment dans les grandes surfaces, c'est aussi des produits qui sont non seulement produits en masse, donc pas toujours de très bonne qualité, transformés. Il y a des hormones, notamment pour certains animaux. Enfin, je ne sais pas si vous voulez aussi nous en dire un peu plus sur ça. Je pense que ça peut intéresser les gens. Ça rejoint effectivement le fait de l'éducation dont on parlait il y a quelques instants, de rééduquer les gens à cuisiner. C'est-à-dire qu'on a perdu l'habitude de cuisiner. On prend des produits industriels transformés qui sont de mauvaise qualité, qui fait toujours vraiment dans des conditions toujours pires. Alors qu'il faut vraiment qu'on se réapproprie la façon de cuisiner avec des produits de base, des produits directs, sans transformation, et finalement, voilà, reprendre les rênes de notre alimentation, c'est vraiment fondamental. Mais pour ça commence, je pense, vraiment dès l'école, où on n'apprend pas à manger que des produits transformés, mais il faut vraiment prendre... C'est vrai que c'est une éducation, c'est une culture, et c'est aussi important que d'autres éléments de la vie. Y a un autre enjeu sur lequel on avait envie de revenir, c'est la question des parrainages, parce que vous êtes un petit parti, en plus d'être un jeune parti, voilà, et on sait que pour certains petits partis, et pas que les petits d'ailleurs, c'est un peu compliqué cette année. Voilà, vous êtes à combien de parrainages à l'heure actuelle ? Alors, on est à 97, ce qui pour nous est vraiment difficile parce que nous avons des militants et des militantes qui donnent toute leur énergie, tout leur dévouement, tout leur courage depuis des mois et des semaines à essayer de contacter les élus. Nous avions fin janvier 300 promesses de parrainage, sauf que évidemment les élus ont peur en fait de concrétiser le dépôt au Conseil constitutionnel. Il y a de nombreuses pressions, ce qui conduit à ce qu'à peu près 80% des élus aujourd'hui n'ont parrainé aucun candidat. C'est un vrai problème de démocratie parce que finalement, les parrainages deviennent un instrument de calcul politique où seuls, effectivement, les grands partis décident de qui a le droit ou pas d'être candidat. Et du coup, la date butoir, peut-être que c'est le 4 mars. On va le rappeler, le 4 mars. Oui. Donc ça va arriver très vite. Voilà, comment vous positionnez à quelques jours de la deadline, à 97 pour avoir 500 parrainages, ça risque d'être compliqué. Alors nous travaillons et nous sommes déterminés, donc nous irons jusqu'au dernier jour, nous continuons nos efforts jusqu'au dernier jour. Après, ce qu'il faut dire, c'est que quel que soit le résultat de ces parrainages au 4 mars,
2022, c'est pas que l'élection présidentielle. L'élection présidentielle occupe tout l'espace, mais il y a aussi les législatives, qui est une élection aussi fondamentale. Et donc, nous sommes en train de travailler sur les législatives depuis plusieurs mois. Nous avons déjà investi plus de 300 candidats et nous espérons en investir 500. Très bien. D'accord. Est-ce que tu veux poser une question autour de la démarche transpartisane et peut-être des... Est-ce que vous avez déjà tout dit tout à l'heure En fait, je te dis ça parce que dans le chat, on a une question autour des soutiens. Parce que sur votre site, vous avez les soutiens qui sont... On en a parlé, qui sont des soutiens du parti. Peut-être que Mimi, tu veux nous dire un peu de quoi il en retourne dans le chat ? Tout à fait. On a Tommy qui dit vous dites que vous ne faites pas d'alliance avec l'extrême droite, mais vous êtes soutenu par Brigitte Bardot, qui est ouvertement raciste. Voilà, c'est la question. Je pense qu'en fait, la question, nous, ce qu'on avait noté aussi, c'est comment on assume d'avoir Brigitte Bardot, parce que c'est vrai qu'elle a encore tenu récemment des propos racistes assumés, qu'elle a été condamnée. Notamment, elle a été condamnée à 20 000 € d'amende pour avoir qualifié en 2019 les Réunionnais d'autochtones ayant gardé leur gène sauvage. On le sait que c'est une personnalité qui est alignée avec l'extrême droite. Et c'est vrai que pour certaines, on peut se poser la question à juste titre. Alors, sur Brigitte Bardot, là, vous avez probablement vu, elle a fait une lettre très acérée contre Zemmour, donc pour quelqu'un d'extrême droite. En lui disant reconnaissez les animaux pour que je puisse voter pour vous. En filigrane, quoi. En réalité, non, parce qu'elle est vraiment, au contraire, elle est très critique envers Zemmour. Bon, là, effectivement, c'est la question des animaux. Sur Bardot, je pense qu'effectivement, nous, évidemment, qu'il faut qu'elle soit condamnée et que heureusement qu'on est condamné quand on fait des injures raciales, c'est inacceptable. Par contre, je pense qu'on ne peut pas résumer Brigitte Bardot à ses infractions pénales, même si elles sont graves. C'est pas juste les infractions pénales, c'est parce que c'est juste qu'on il y a quand même à plusieurs reprises depuis un certain temps très clairement, des propos, des positions alignées sur l'extrême droite. Ça, on peut pas. Alors, ce qu'il faut dire sur Brigitte Bardot, c'est que c'est la seule qui a aidé Joséphine Baker au moment où elle était en faillite, qu'elle a aidé elle avait beaucoup d'argent, Brigitte Bardot, et que c'est grâce à Brigitte Bardot que Joséphine Baker a pu sauver la tribu Arc-en-Ciel. Et donc, effectivement, il y a des propos qui sont inacceptables, qui sont scandaleux, mais il y a aussi les actes courageux, les actes d'humanité qu'elle a pu faire. Et donc, vis-à-vis de Joséphine Baker, je pense que c'est quelqu'un quand même que on admire, je pense, qu'on est beaucoup admiré. On a une autre question qui est est-ce que Brigitte Bardot participe financièrement au Parti animaliste ? Non, pas du tout. Non ? D'accord, ok. Non. Vous savez, Brigitte Bardot, elle a légué toute sa fortune à sa fondation. Et d'ailleurs, il y a très peu d'artistes même je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'artistes qui donnent toute leur fortune à une cause. Après, chacun en pense ce qu'il veut, mais c'est vrai que c'est pas... Enfin, pour moi, ça justifie pas en fait le fait de donner de l'argent à une personnalité noire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le reste, c'est pas ça que je dis. Mais j'ai jamais dit que j'excusais quoi que ce soit. En plus, moi, j'étais engagée auprès de la lutte pour les personnes qui étaient en situation irrégulière. J'ai travaillé des années et beaucoup de nuits à essayer de faire sortir les personnes de rétention administrative. Donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel aussi je suis sensible. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que la personnalité de Brigitte Bardot, elle est plus complexe qu'on essaie de le montrer en l'enfermant dans ces infractions qui sont, là encore, scandaleuses. Évidemment, il n'est pas question de les cautionner. Mais ce que je veux dire, et je suis désolée, je comprends que ça puisse heurter, mais qu'on ne peut pas résumer Brigitte Bardot à ces faits-là. Donc ce soutien-là, vous l'assumez, quoi, en gros. C'est ce que, on l'assume. On l'assume parce que c'est une personne qui a un cœur qui est gros aussi, qui a fait aussi des belles choses. Elle a fait des choses qui étaient pas belles, mais elle fait aussi des belles choses. Ok. Du coup, est-ce que Mimi, il y a encore des questions du chat ou des remarques ou... On peut s'arrêter là pour le chat. Pardon, je savais plus parler. C'est bon pour le chat. Je pense que, en tout cas, on sera là au débrief. Ok, très bien. Et du coup, la question de la fin. Est-ce que je te la laisse Elle est pour toi, Maëlle. Si vous n'obtenez pas vos 500 signatures le 4 mars prochain, donnerez-vous une consigne de vote ? Non, il n'y aura ni alliance ni soutien et pas de consigne de vote parce que nous considérons que c'est une question de respect vis-à-vis des électeurs. Les électeurs ne sont pas des idiots que l'on peut instrumentaliser, auxquels on peut donner des consignes. Nous considérons que les électeurs sont intelligents et qu'ils sauront choisir le candidat qui leur paraît le plus approprié. Et donc vraiment, la notion de consigne de vote personnellement m'a toujours beaucoup gênée parce que c'est du mépris, je trouve, pour les électeurs.
Est-ce que vous avez potentiellement d'ici le 4 mars un événement sur lequel un rendez-vous sur lequel on peut vous suivre? Est-ce qu'il y a un meeting ou quelque chose? Alors, il n'y a pas de meeting. Je continue à faire des interviews. Après, les militantes et les militants passent énormément de temps à contacter les maires, justement, pour essayer d'avoir le maximum, et espérons-le, les 500 parrainages vendredi. Donc, ils sont tous mobilisés. Ils appellent de chez eux. Donc, on n'a pas d'événement en particulier de prévu jusqu'à vendredi. Ok, très bien. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter. Pour une fois, on est à l'heure. Wow. Incroyable. Je pense que du coup, pour le chat, c'est bon. Merci Hélène Thuy pour votre présence. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Et bonne chance pour le 4 mars. Merci beaucoup. C'est l'heure de l'événement que tout le monde attend le plus. C'est là où il y a 100 personnes de plus qui viennent se connecter sur le Twitch. C'est l'heure du débrief. C'est drôle parce que c'est vrai. Alors, du coup, avec Maëlle, Mimi et Mathieu, on va un petit peu débriefer cette conversation qu'on vient d'avoir avec Hélène Thuy. Donc, qu'en avez-vous pensé? Qu'avez-vous pensé du chat? Enfin, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce que le chat a pensé? Merci. Alors, le chat était très calme, on l'a dit. Assez peu de questions, ce qui m'a un peu surpris parce que pour moi, la question des animaux recouvre tellement de problématiques du quotidien que, par exemple, je m'attendais à des questions sur le véganisme, sur les animaux de compagnie. Ouf. Alors, c'est des sujets qui sont arrivés. Je m'attendais à un raid des carnivores, quoi. Alors déjà, les haters carnistes, c'est possible. Le couteau entre les dents. Et même, je pense voilà, plein de questions, mais qui ont fini par arriver sur est-ce que tout le monde doit être vegan si vous êtes élu, et puis comment on finance ça, et puis la réponse est non, du coup. Oui, la réponse est seulement on diminue de moitié pour commencer la consommation de ce que je trouve moyennement ambitieux quand on est le parti animaliste. En fait, elle a pas dit méga drastique, genre 50%. Tu peux pas arriver en France et dire on arrête la viande. Enfin, c'est pas possible. Oui. Et elle a dit on va diminuer de 50%, mais elle a pas dit sous quelle période. 5 ans. En combien de temps? En 5 ans. Elle a dit sur un truc de 5 ans. Ok, d'accord, très bien. Un quinquennat, ma foi, ambitieux. Et ensuite, le chat s'est quand même réveillé un petit peu. Je pense qu'on avait des partisans et des partisanes du parti animaliste, puisqu'il y avait des gens qui étaient très contents de voir Hélène Thuy. On t'aime Hélène. Ah ouais, il y a eu on t'aime Hélène. Hélène, c'est l'intelligence, le charisme, vraiment, elle parle bien et tout. Donc bravo Hélène pour ce fan club actif. Et on a quand même Isua qui nous avait dit très cool de la recevoir, même en étant végane. Je pense que je n'en aurais pas entendu parler autant, surtout durant 1 heure. Donc il y a toujours ce côté temps long des interviews qui continue, ma foi, à conquérir les foules. Cool. C'était le projet édito, donc on est content que ça plaise. Et même nous, en fait, c'est intéressant aussi d'entendre, je pense, les candidates comme ça. Enfin, moi, c'est vrai que Hélène Thuy, j'avais entendu parler du parti animaliste et tout, mais je l'avais jamais entendu au long comme ça. Et puis, je pense qu'on avait regardé quand même des interviews pour préparer ce soir, et on a vu beaucoup d'interviews où en gros elle était face à 4 mecs qui lui disaient mais pourquoi tu te présentes? Il y avait une séquence. Il y a déjà les écologistes. Il y a des moments assez. Elle parlait de caricature de toute manière, et c'est vrai qu'il y a ce côté très. Ça sert à rien, et les animaux et nanana. Enfin, c'est très. C'est très. Mathieu, tu es bien silencieux. Qu'en as-tu pensé? D'abord, c'était fort sympathique et j'ai trouvé ça intéressant comme échange. Après, politiquement, moi, il y a un certain nombre de sujets. Je spoil peut-être la suite de ce débrief, mais où elle me laisse sans mauvais jeu de mots sur ma faim, quoi. On a dit que les mauvaises blagues étaient autorisées. C'est le débrief, on a le droit au jeu de mots éclaté. Vous, ça vous choque pas qu'elle refuse de dire qu'elle est féministe? Ah mais bien sûr que si. Mais elle a pas voulu dire le mot quand même. Bah oui, c'est extrêmement grave. Ah non, mais je suis candidate pour les droits des femmes. Mais elle dit voilà, je soutiens les femmes, c'est une cause qui est très importante pour nous. Mais elle s'est un peu, il y a eu un, c'est pas qu'elle s'est réveillée, mais c'est vrai que à ce moment-là, elle a été un peu. Alors oui, dans mon cabinet, enfin, elle nous avait un mini Hidalgo, je vais vous sortir ma vie. C'est pire. Ça veut dire que elle a un certain nombre de valeurs, mais par c'est un vrai choix politique de pas être politique. J'ai l'impression que c'est le projet du parti. En fait. Oui, j'ai l'impression que le projet du parti, c'est de dire on parle des animaux, mais on dit pas de isme, on dit pas de. Pas d'étiquette. Elle a dit pas d'étiquette. Venez pas comme vous êtes. D'ailleurs, Brigitte Bardot, pas d'étiquette, elle soutient Marine Le Pen. Elle a fait des trucs super. Est-ce qu'on ouvre la fenêtre de Brigitte Bardot? On la garder plus tard. Est-ce qu'on fait les ardoises avant la fenêtre Brigitte? Parce que je pense comme ça, on va le chat, vous êtes obligés de rester. Car vous voulez le moment Brigitte Bardot du débrief, eh bien il arrivera à la fin du débrief. Voilà, vous restez avec nous, ça va être très bien. Ok. Alors, justement, en féminisme, combien on lui donne, Hélène? On va essayer d'envoyer les sondages dans le chat. Celui-là sera peut-être un peu en retard. Yes. Ne nous mets pas un 8 comme l'autre fois. Là. Combien sur 5? Est-ce qu'elle vous a convaincu finalement par ses prises de position féministes?
J'ai des receipts. Enfin, des receipts. Alors, Anthony dans le chat est pas content. Oui, Brigitte Bardot est raciste, mais elle a donné de l'argent à Joséphine Baker. Non, mais on va reparler, Anthony. Oui. On va reparler. Il y a Elixiane qui demande c'était quoi ses propositions sur les droits sur le féminisme du coup. Oh attendez, Jean Massier. Un raid de Jean Massier avec 2000 personnes. Alors, bonjour. Merci Jean Massier. Hello. Incroyable. Bonjour les viewers de Jean Massier. Coucou. Vous êtes sur le 2e meilleur live politique ex aequo de cette présidentielle 2022. Et vous êtes au meilleur moment surtout. C'est Ah le oui. moment. Pas du tout, vous arrivez complètement après. Vous C'est avez le- loupé l'interview. C'est le moment le plus Brigitte Bardot. croustifti. Ok, il est croustifondant ce moment. C'est pas le moment avec une candidate ou une femme forte La de la candidate est présidentielle. partie, donc vous arrivez un peu tard, mais c'est le moment où on débrief. Top, welcome. On a reçu Hélène Touy, candidate au parti animaliste, et on a parlé 1 heure avec elle de différents sujets. Et là, on va débriefer son intervention chez nous, son interview et ce qu'on a pensé de ces différentes propositions. On est en train de voter de 1 à 5. Est-ce que ces paroles sur le féminisme nous ont convaincus ? Est-ce qu'on a lancé un vote dans le chat? Oui, il y a un vote dans le chat qui est presque fini, donc vous pouvez débriefer vous. Ok, et on va sortir arrive. nos notes, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ouh 1-2 chez Mathieu Mollard, 1-2 chez Maëlle Lecor. Tu es la plus... un la 3 plus et demi, mais généreuse. je peux l'étayer. Donc Ouais. allez-y, défoncez-la et je vais essayer de la... Ah bah pourquoi dans cet ordre-là dis- Waouh. Bah non, moi j'étais pas, enfin j'ai pas vu grand chose quoi en fait. C'était extrêmement touchant le storytelling sur le fait qu'elle reçoit effectivement des gens dans sa pratique professionnelle, donc Elle est finalement qui n'est avocate, pas oui. directement lié à sa candidature. Mais oui, non, il y a rien qui m'a. Pour rappeler ceux qui seraient arrivés en cours de route, en gros, elle a dit je suis avocate, je défends des femmes victimes de violences conjugales notamment, de violences en général. C'est un sujet qui me touche beaucoup, mais elle a fait des pas chassés et des pas de côté pour surtout ne jamais prononcer le mot aussi féminisme. Parler du fait que son parti avait présenté trop de femmes aux élections. Ouais. Ce que je trouve intéressant, en fait. Ce qui est intéressant, Je mais trouve que c'est quand même un truc... au final, ce que je retiens, c'est qu'elle refuse d'employer le mot féminisme, ce qui est Alors qu'elle avait un boulevard une vraiment pour le défaite faire. culturelle C'était absolue d'en être, La que c'est un perche. mot, c'est une insulte qu'on n'assume pas, quoi, le Je féminisme. trouvais ça extrêmement dommage. Alors, C'est- sur c'est Mademoiselle terrible. aussi, qui Oui, est pour le sur- coup un endroit où elle peut dire je suis Pouvez, féministe enfin, sans que tout le monde vas-y. lui saute dessus sur ah bon, d'accord, vous êtes Mais contre on les en hommes, est nani là. nana. On en est là. Alors, ok. Et ça vaut 3,5. Alors Mais, moi je mets 3,5 parce que j'ai senti quelqu'un qui était un peu coinceuse dans sa ligne. C'est-à-dire que on l'a dit, son truc c'est de dire non aux étiquettes et tout. Et moi j'ai senti quelqu'un qui disait au quotidien je vois des meufs, leurs mecs ils ont des fusils à la maison. Et true story, j'ai connu ça. Enfin ma mère venait d'une petite ville normande un peu rurale et tout. Et elle m'avait raconté qu'à l'école il y avait plein de gosses chez eux. Le père il avait un fusil à table. Si tu déconnais, il sortait le fusil, tu vois. Donc, bonne ambiance. Donc, je sais que ça existe dans certaines familles. Et je sais que c'est une vraie problématique. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle évoque ça parce que, en fait, au final, il y a un côté... ce truc avec les armes et tout, il y a un côté un peu prédateur, un côté, moi, qui m'a vraiment parlé sur tout ce qui touche les violences faites aux femmes, en fait. J'ai trouvé que l'analyse était bonne et je trouvais effectivement, comme elle l'a précisé, qu'on n'en parle pas assez. Que vraiment, que c'est vraiment un truc véritable dont j'entends enjeu. personne parler. Ouais, complètement en milieu rural, de présence des armes, qui sont, alors qu'on est Elle choqué disait, de la tu vois, les présence des armes aux voisins- États-unis. Alors Les qu'en voisins, fait, ils nous font peur parce qu'ils ont bien sûr. des armes. Je que trouve ça fait planer c'est, quelque chose de dangereux et que les gens grandissent avec ça aussi. Et donc ça, c'était intéressant à mentionner. Et oui, complètement. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une analyse hyper pertinente et vachement rare. Il n'empêche que j'ai trouvé que c'était presque plus lié à son parcours d'avocate qu'en tant que candidate. Mais parce Du que coup, dans si son là on note parti- la candidate, Oui, voilà. Si on note la candidate, elle a moins. Moi, je lui ai mis le 3,5. Il est vraiment, je pense, sur la personne parce que je pense pas que ce soit une meuf qui soit antiféministe en vrai. non, vraiment, je pense qu'elle est. Voilà, je Ouais, pense mais que ça veut c'est. dire ce que vous Mais dites, c'est dommage. c'est très du coup. dépolitisé. Ça veut dire que qu'on accepte un féminisme totalement dépolitisé. Ah, où c'est on pas on dépolitisé refuse- quand c'est quand même dans des actes, tu vois, quand t'aides des femmes à se sortir, tu vois, de situations Parce critiques. qu'elle est avocate. Ouais, mais C'est pas- c'est elle le est-ce qu'elle est refuse super, de hein, parce que- politiser totalement. il y a un qu'elle geste leur- politique quand c'est même. le féminisme du quotidien, c'est l'opposé de la Non, elle a pas dit politisation qu'elle des était. Là, t'es de choses. mauvaise foi. Elle a pas du tout dit qu'elle était dans le féminisme du quotidien Non, elle ou a des pas petits dit gestes. utiliser Elle a ce dit mot-là. qu'elle a pas voulu dire qu'elle était féministe ou si elle était féministe. Je pense parce que que c'est mal vu au l'analyse sein qu'on des a eu tout à l'heure, c'est Elle a que dit la cause était importante,
mais je veux pas dire que je suis féministe. Donc en Oui. gros, pour moi, ça veut dire l'analyse je le suis, dans le mais j'ai chat, pas envie de le c'est dire que, parce que j'ai pas envie que dans le parti on a décidé qu'on disait pas d'étiquette. L'étiquette, quoi. Je veux dire, moi, je pensais qu'on était au-dessus de ça maintenant. Bah Enfin, oui, tu vois. c'est un peu 2012. C'est Ouais, mais Ouais, tout c'est le la truc de magie, son quoi. parti, c'est de pas vouloir d'étiquette. Mais Donc c'est en ça soi, aussi. Mais bah, ce sont des humanistes, donc peut-être que voilà. c'est le iste qui leur convient. elle est droite dans sa ligne. Après, ce qui est, en fait, je vous rejoins sur cet aspect féminicide des armes qui servent à la chasse est assez méconnu. Après, il y a plein d'autres aspects genrés liés aux animaux, notamment sur la consommation de viande et tout. On sait que c'est quelque chose qui est genré aussi. Dans l'accès, elle a dit beaucoup, c'est faut aussi retrouver pour ça le temps de que- cuisiner. Et moi, dans ma tête, j'étais là, mais qui les daronnes surchargées, cuisiner des produits frais, à mon avis, elles voudraient bien. Mais je dis pas que c'est impossible, bien sûr. Il y a plein de recettes très simples à faire végétales qui vont très vite. Mais il y a un vrai truc de charge mentale. Et je trouve que c'est compliqué d'être une candidate d'un parti qui défend les droits des animaux, on va dire, et donc de vouloir révolutionner la façon dont on pense la nourriture et la cuisine en France, et de dégenrer totalement la cuisine et la nourriture en France. Alors que la question surtout de la viande, de la nourriture et de la préparation des repas, elle est genrée, quoi. Alors, le chat est hyper actif du coup parce que maintenant il y a 1300 personnes. que Mais vous du êtes coup, plein. Anthony Vincent dit est-ce que c'est pas aussi pour éviter de trop genrer la question animale qui est beaucoup perçue dans l'imaginaire collectif comme un souci qui intéresse davantage les femmes que les hommes et d'où je pense Ce qu'on serait peut un faire truc le lien. de sensiblerie, tu veux Ouais, dire. tu vois, le lien avec le fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui se présentent, elle en a parlé aussi à l'école. Enfin, tu vois, voilà, Et si c'est de la j'entends sensiblerie, que c'est c'était moins peut-être pas sérieux assez et tout, politisé, mais en Oui, même oui. temps, très clairement, on n'est pas sur quelqu'un qui politiquement dans son parti dit. Elle est candidate à la présidence. Bah oui, mais on n'est pas sur quelqu'un qui va te dire Oui, oui, je suis étiquette. Bien machin. sûr, bien Elle a sûr. fait pareil avec le capitalisme. On Et lui elle a a dit. fait pareil avec le racisme. Et elle a fait pareil avec le attendez, il y a un moment. Le point Non, mais- Brigitte Bardot, c'est Non, mais il y a maintenant. un moment, il y a un On a moment- envie d'y aller depuis tout à l'heure. Tout le chat regarde de pas avoir été là. contexte pour celles et ceux qui sont arrivés sur le chat. Une des dernières questions qu'on a posées à Hélène Touy, qui a été posée dans le chat mais qu'on avait prévu de poser à la base, c'est comment on assume d'être soutenu par Brigitte Bardot, qui a été condamnée pour propos racistes et qui soutient ouvertement le parti animaliste. Donc Brigitte Bardot est très engagée pour les droits des animaux, mais Et aussi les droits des vachement raciste. Bon, et la réponse d'Hélène Touy était que Brigitte Bardot a un très grand cœur pour beaucoup de causes, Elle a qu'il des ne amis faut noirs, pas dont résumer la Joséphine femme Baker. à une chose. Alors on lui a j'avoue, demandé. Elle n'est pas que raciste finalement. C'était un peu cœur. ça. Le grand cœur des racistes, je l'ai déjà entendu. Là, j'étais. Bon, vous voulez qu'on fasse une note raciste? Non, il n'y a pas besoin. Non, on peut pas faire une note, mais je pense que pas c'est- noter ça. C'est intéressant de abusé. débriefer ce moment. Il y a quoi. un truc qui est C'est vraiment intéressant, qui est transversal, c'est-à-dire que sur la question du féminisme, ou ne pas vouloir dire qu'elle est féministe, sur la question de l'anticapitalisme, où elle dit, on lui montre cette séquence, alors, Arrêtez il y a un petit les bel étiquettes. technique, mais où on montre cette séquence d'un élevage industriel, on voit les conditions horribles dans lesquelles sont élevés les cochons en batterie, et où elle s'indigne sincèrement de ça, en disant ces élevages, c'est scandaleux, il faut repenser la façon de produire, relier l'humain à l'animal dans l'industrie agroalimentaire. Et après, elle dit, je ne veux pas l'étiquette anticapitaliste parce que c'est réducteur. Et en fait, sur ces trois sujets, le point commun, c'est qu'à tout moment, il faudrait surtout pas perdre le vote des réacs. Et moi, ça me pose problème. Pour garder 0,25% de réacs ou de semi-fachos qui vont voter pour En gros, elle. son argument, c'est mais les réacs aussi, ils voient les petits cochons et ils sont malheureux, quoi. Et alors, alors, il y avait- on les laisse être réacs, on continue à être réacs, on minore On va le pas les discours. déranger, d'accord? On minore ce discours antiraciste, anticapitaliste, féministe, en les laissant être réac parce qu'on veut garder le demi-pourcent qui nous apporte. Parce que sociologiquement, excuse-moi, Ouais, je vais vas-y. t'interrompre, mais sociologiquement, l'électorat du parti animaliste est très fort dans C'est- les mêmes zones que le Front National, C'est dans ça. les autres périurbaines, les études le montrent. Il y a Walden Wood sur le chat qui dit il y a un véritable courant d'extrême droite antispéciste et écologiste. Et je pense que c'est ces gens-là, en fait, qu'elle veut pas aliéner, qui sont quand même assez il faut pas se regroupés priver, assez ouais. puissamment. Oui, bah et- c'était en réponse à Isua qui disait mais en fait, est-ce qu'il y a des antispécistes de droite? Est-ce que cet électorat hypothétique que le parti animaliste a l'air de vouloir oui, ils existent. cajoler au prix de ne pas affirmer ne serait-ce que des trucs comme je suis féministe, est-ce qu'il est si réel qu'il vaut le coup d'être sauvé? C'est Et donc les- apparemment c'est ce Le même- des chats, C'est ce gif là où la meuf elle a dit le racisme c'est ok mais je trace la ligne Ah oui, rouge. c'est, Mon petit chat mignon. c'est dans Community. À la je violence crois, animale. C'est un Oui, des c'est personnages de Community, c'est Shirley dans voilà, Community, c'est, oui. eh ben Non oui, c'est mais pas comment- Shirley, c'est Brita. C'est Brita, Brita. c'est la blonde, ouais, tout à fait. C'est Brita.
Mais, Ah oui, Shirley, elle réacte. c'est faire une concession sur un truc sur lequel tu devrais vraiment pas faire de concession, quoi. Ouais. Alors j'avais mis jeunesse et écologie comme thème, mais je crois qu'en fait je m'attendais vraiment pas autant sur d'autres émissions qu'on a fait. J'étais surprise par le fait on reste sur le sujet et on parle que de ça. Je m'attendais pas à ce qu'elle dise en fait pas d'étiquette. Mais elle a quand même dit un truc sur l'extrême droite à la fin. Elle a quand même dit non quand t'as parlé de Marine Le Pen. Ouais. Elle a dit quoi exactement ? Attention. Elle a dit non parce qu'en gros t'avais dit est-ce que vous appellerez potentiellement Non, est-ce qu'il y aura une... Alors, donc la dernière question, c'est est-ce qu'il y aura une consigne de vote, pardon, Et que nous, elle voulait si pas jamais prendre vous avez pas les c'était 500 prendre, Mais à un moment les t'as dit militants. Marine Le Pen et elle a dit non c'est pas dans nos valeurs et tout. C'était avec toi. C'était au moment où on a parlé des alliances qu'ils ont fait aux élections locales. Parce qu'ils ont fait des par le alliances à passé. gauche et à droite. Et là, elle a été directe. Non, ça arrivera pas avec Et voilà, les- la avec gauche et la l'extrême droite, ils l'ont fait. C'est déjà d'une tristesse abyssale. Et l'extrême droite, elle a dit ça, non, ça n'arrivera pas. Mais je pense de cet entretien, Mais après, ce qui elle- ressort de cet entretien, c'est Elle qu'elle défend, n'est pas Brigitte. réactionnaire elle-même Non. en tant que personne. Elle a pas. Oui. Mais sauf que on est dans le cadre Mais- d'une interview politique, mais elle d'une est coincée, candidate quoi. à l'élection présidentielle, même si c'est pour faire passer un message. Elle cherche les parrainages, elle aimerait être candidate, ils se présentent aux élections. Ils ont eu et ils auront à nouveau des financements publics parce qu'ils vont présenter des candidats aux législatives et si on a plus de 1% dans 50 circonscriptions, c'est un peu technique, mais ce qu'ils auront, parce qu'ils vont présenter plus de 300 candidats, donc ils arriveront à dépasser 1% dans 50 circonscriptions, ils vont avoir de l'argent public. Donc on s'inscrit dans un débat public. Et dans ce contexte-là, le fait de ne pas assumer ses positions, je trouve ça triste au possible. Quelqu'un, pareil, Anthony dit en vrai, c'est hyper malin d'utiliser la cause animale comme dénominateur commun afin d'avoir aussi bien des intentions de vote du RN que de gauche. Bah, je pense que ça dépend de qui va partir parce qu'il veut pas être associé au camp d'en face. Et donc il y a Isua qui dit, pour moi au contraire, ça perd plus de votants que ça en amène. Mais sur le chat au moment Brigitte Bardot en live, donc pas pendant le débrief, il y avait un peu des deux quoi. Il y avait des gens qui disaient aider une personne racisée, ça n'empêche pas d'être raciste parce qu'elle disait que Brigitte Bardot avait aidé Joséphine Baker. Cet argument, il est absolument pas recevable. Enfin, Et on qui est en disait, ça fait 2022 même- et dire j'ai un Elle très a bon aidé ami noir. Elle a aidé Joséphine. Elle a été la Baker. seule à l'aider et tout. Bon, les arguments n'ont pas convaincu, mais donc personne n'a dit non mais Brigitte Bardot elle est cool, hein, clairement c'est pas la vibe. Mais par contre, il y a des gens qui ont dit, par exemple Takara disait, il y a tellement peu de soutien pour la cause animale qu'on est obligé d'accepter le soutien de personnes qui sont hautement problématiques, vivement que ça change. Et je pense que là c'est limite une question philosophico-politique, c'est quel type de personne de soutien problématique entre guillemets tu peux accepter sans que ça desserve ton parti aux yeux du reste du monde finalement, ou en tout cas de potentiellement la Et gauche. puis aux yeux de toi-même. Enfin, il y a un moment, Aussi, oui. c'est pas que aux yeux des restes du monde. Mais je veux pas juger la personne, tu vois, je suis pas là en Moi, mode je comment elle juge peut la se regarder personne, dans la glace. Je juge complètement les personnes racistes. Mais pas elle, Brigitte Bardot, oui Moi, d'accord, je- je peux Oui, juger Brigitte bah, Bardot les gens enfin. qui sont Non, très mais même, contents de même s'afficher les avec gens Brigitte qui Bardot, défendent je le les juge. racisme J'entends. en disant oui, non, mais en vrai, elle est sympa. Enfin, Non, c'est non, vrai je suis que d'accord. là, c'est quand même chaud, quoi. Enfin, on est en 2022, Oui. encore une fois. C'est oui, l'argument de la Bah, surtout noire, pour une candidate qui a l'air de représenter une forme de modernité. C'est une femme, elle est assez jeune, elle a un métier qui est pas de faire 100% de la politique puisqu'elle est avocate, y compris aux côtés de femmes violentées. Enfin, tu te dis, elle pourrait apporter, je suis d'accord, un vent de modernité sur cette campagne. Et au final, à force de pas vouloir être dans un camp, à part celui des animaux, bah on est quand même dans le camp des racistes, certes. C'est un problème pour moi, mais pour beaucoup d'autres gens aussi sur le chat. je pense qu'on va pouvoir avancer. Du coup, la question qu'on n'a pas osé poser, on a brainstormé avec Mimi parce que depuis qu'on a eu notre high de la question sur les crushs de droite au premier épisode, on s'est dit il faut qu'on ait d'autres. On n'a rien de mieux que ça. On aurait dû la poser à Nathalie Arthaud. Franchement, ça aurait été trop bien. Alors, pour quels C'était pas la animaux vibe de Nathalie Arthaud. hein. Assez peu, oui. Pas à ce Mais moment-là, je suis pas ni sûre jamais. que Anne Hidalgo, ça l'aurait fait marrer non plus, tu vois. Ah, Anne Hidalgo. Après, un ou deux verres de blanc, peut-être, je dis pas, mais là, en pleine interview, pas sûr. Imaginons qu'on devient tous animalistes. À quels animaux vous donneriez une dérogation d'extermination? Quels animaux? Vous êtes animaliste, vous tuez aucun animal. Lesquels quand même? Genre, On est les antispécistes, sauf moustiques, pour... enfin, les- Moi, j'ai dit les punaises de lit. Vraiment, les punaises de lit, c'est bye. Salut, au revoir. Toute personne qui a déjà vécu ça le sait. Les punaises de lit, c'est extermination immédiate. T'as eu des punaises de lit? Moi, j'en ai jamais vu. J'ai eu des punaises de lit que je Ça pense gratte, déjà ça gratte de enfin ça pique, ça gratte de ouf, ça dépend comment tu le vis. Moi j'avais pas des réactions trop vénères mais surtout ça reste. Les trucs peuvent survivre 1 an en hibernation sans bouffer. Tu pourrais partir de chez toi 1 an, tu reviens, elles sont là. Cool, le McDo est arrivé et elles te rebouffent. Et ça pond 1000 par jour, enfin c'est débile, vraiment les punaises de lit. C'est non, on extermine immédiatement, on les prend pas sur l'Arche de Noé. Désolé le parti animaliste. L'arche de Tuy. Large de Twi. Et donc, Mathieu?
Bon, toi, c'est tout le monde. Non, Waouh. On va se calmer, je suis pas un monstre sanguinaire. Calmons-nous. Non, j'aime pas les rats. Il y a des gens, ils ont des rats chez eux. Hein. Oui, Il y a des gens, ils ont des punaises de lit aussi. Oui, mais je veux dire domestiqués, très bien. Et il y a des gens qui sont amis avec Brigitte Bardot. Bon, passons. On a dit on ne juge pas les personnes, hein. Juste Mais les rats. si. Bon. Non, puisqu'on en est au souvenir personnel, un jour j'ai assisté dans un espèce de zoo, ils avaient des rats déjà, ce qui est un concept étonnant. Oui, c'est pas très exotique, Et au mais moment, c'était le moment où ils nourrissaient les animaux tour à tour, et au moment où le mec rentre dans le terrarium où il y avait les rats, le mec il avait une tenue comme pour les chiens de combat là, Hyper gris, protégé. truc. Parce que la plupart des animaux, quand on rentre dans leur cage, ils vont vers le côté opposé. Ils ont peur, ils s'enfuient. Les rats, ils couraient dessus, ils grimpaient dessus. Oh. C'est vraiment dégueulasse. Voilà, je sais pas. Ils ont le sens des priorités, ils ont vu la bouffe arriver, ils étaient là, yes, let's go. Maëlle. Ah, moustique direct. Ah ouais. Ah ouais, mais je rends service à tout le monde en vrai. Le chat aussi, ils ont dit Ah, les on est moustiques, sur ça une, crame direct. Ah une ouais, hégémonie en plus, moustique. je suis un En peu vrai, les allergique en moustiques, plus, ils donc sont- c'est vraiment l'enfer. Les quoi. moustiques, ils ont un rôle dans l'écosystème, non? Oui, je m'en fous. Là, je m'en fous. C'est-à-dire que vous me mettez dans une pièce avec 5 personnes, les moustiques vont aller sur moi. Donc en fait, c'est un problème pour moi. T'as C'est une peau à vraiment. moustique. Ah ouais, peau à moustique, allergie, tout. Enfin, non, Donc cet été, je travaille à côté de Maëlle. Voilà, que vous tu fasses savez paratonnerre. Et donc moi, je vais mettre en péril l'écosystème parce que je déteste tout ce qui rampe. En fait, tout ce qui a pas de pattes. Mm. En fait, je comprends pas le concept. Ah, moi, Pourquoi c'est t'es trop là, de pattes, c'est- ça m'emmerde. Non, Vraiment mais plus de oui, trop 4, je suis là, pattes, non. c'est horrible de aussi, pattes. mais pattes. Ah oui, trop de pas. Oui, d'accord. Tous les serpents pour toi, tous les serpents. Les serpents, les vers de terre, Ah. les trucs qui sont comme ça me depuis que je Les suis toute chenilles petite. aussi. Les chenilles, c'est ouais. mignon. Non mais non, Non. rien que d'en parler, Ok. ça me. En fait, tous les trucs qui rampent, ça me rend ouf. Et dans le sud, moi j'ai grandi dans le sud de la France, et en fait on a les pins, et vous savez, on a des chenilles processionnelles. Oui. Donc en fait, tu marches sous les pins. Quand j'étais petite, j'avais trop peur parce qu'à chaque fois que je rentrais de l'école, je regardais parce qu'en fait les trucs ils te tombent dessus, tu vois. Tu Mhm. marches et ça te tombe et après ça va dans ton. Ça. Nope. Au revoir. On Et est sur je- un. voilà. Je À sais part que ça Mathieu sonne qui a quand même Traumatique, là, osé le mammifère, on est sur un gros team Ouais, c'est clair. insectes. Globalement, ça met les gens d'accord. On a les blattes sur le chat aussi. Bon, ça marche bien. Ouais. Les blattes, oui, non, bah oui. Ah, est-ce que les animaux marins qui n'ont pas de pattes, ça t'emmerde ou pas? Genre quoi? Bah ils ont Genre pas. les Bah, une poissons. murène. Une Bah murène. non, mais ils ont le Mais droit. elle rampe pas. Ah non, les murènes. Ah non, les Elle murènes. rampe. Ah, les murènes, Mais elles elle rampe. rampe pas. Non. Elle rampe pas. Mais elle fait comme ça, quoi, tu vois. S'ils avaient comme ça, c'est pas bon. Enfin, tu vois, tous Non les. mais c'est vrai que ça fait peur une C'est murène. Moi j'ai bizarre. très peur des requins mais j'exterminerai pas les requins déjà parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de races Et différentes tu de sais que requins si et c'est t'es très face à un important requin, le c'est lui requin. qui gagne, donc du coup, tu veux pas. Ça dépend du requin. Il y en a Ça des dépend du petits. requin. Il y a des C'est petits vrai. requins et puis techniquement si tu leur tapes le bout du museau, faut avoir la présence d'esprit de le faire, tu peux réussir à t'en sortir mais c'est pas évident non plus. Puis Il y a j'ai quelqu'un jamais qui dit testé. sur le chat, j'ai envie de donner une médaille à cette phrase qui dit alors ça déblatte sur les blattes. C'est le moment jeu de mots. On a dit c'est le débrief, on a le droit au jeu de mots, tout va bien. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à débrief? Ah, sur le chat, à un moment, ça a réagi à cette forme de parfois de manque de cohérence qu'on peut trouver dans les autres parties au sujet de la question animale. Il y a Isua qui a dit en fait, je connais même pas la position des autres parties sur la question animale tellement j'ai perdu espoir. Bah, on connaît celle de Fabien Roussel. Bah oui, par exemple, Pour les maintenant. bouffer. Et il y a toujours ce cher Anthony Vincent qui a ramené le sujet de Yannick Jadot et son foie gras éthique, puisque donc Yannick Jadot avait dit qu'il n'était pas contre un bon foie gras artisanal, sauf que pour le coup, le foie gras, on a une forme de gavage d'animal assez inévitable pour le concept. Et bah du coup, dans le chat, ça a parlé de ça et qui disait ouais, le jour où il a parlé de ça, il m'a perdu en fait. Et ça explique peut-être le sujet qu'on a abordé de pourquoi il n'y a pas d'alliance avec Europe Écologie Les Verts et le Parti Animaliste, qui ont l'air d'être d'accord. Peut-être pour des Zumba comme le foie gras artisanal, c'est ok. Mais elle a fait déjà une distinction entre considérer les animaux comme des espèces Mais et justement, considérer là, c'est les animaux quelqu'un qui comme dit des individus. Et c'est individus vrai que qui ont moi le des intérêts distinguo à la propres. base je l'avais pas fait. Enfin c'est vraiment genre bon. ok. C'est ça l'antispécisme, hein, le mot, ça vient de ça ou pas? De dire on veut pas les voir comme des espèces. C'est pas des espèces, On c'est fait pas des individus. Ok. Et les intérêts propres de ces individus doivent être pris en compte. Et c'est un peu ce qui les différencie fondamentalement des vers, c'est-à-dire que les vers, ils sont sur la question animale, un peu pour la question de la souffrance animale, mais beaucoup sur la question environnementale, industrielle, etc. Elle est sur la souffrance de chaque individu animal. Après, ça pose une question qu'on a esquissée avant cette soirée, de est-ce qu'on considère que un animal a autant d'importance et d'intérêt qu'un humain? Mais d'intérêt de quoi?
Enfin, pour qui? Autant Pourquoi? de droits à vivre qu'un humain, autant de droits à ne pas souffrir qu'un humain. Ça dépend de l'être humain. Alors on a ça J'ai dépend une de vanne l'être sur Brigitte humain, Bardot, mais je vais pas la faire. et on a ça dépend de l'animal, mais Ça, c'est le clip qui va finir ta carrière. Ne clippez pas, soyez gentil. non mais c'est ça, c'est-à-dire Oui. que le parti animaliste considère fondamentalement, c'est la philosophie même du véganisme, d'une partie des véganes qui considèrent que il ne faut pas se nourrir d'animaux parce qu'il ne faut pas créer de souffrance. À partir du moment... Moi, je ne considère pas ça. Je ne suis pas végane. Si j'étais... Enfin, je ne peux... T'es pas antispéciste. Je suis pas antispéciste. Et si on... En fait, si on considère ça, on ne peut plus manger d'animaux et on ne peut plus se vêtir avec le moindre truc en cuir. Parce que si on considère que les animaux ont autant de valeur que les Et humains... je crois que c'est le concept pour une partie des véganes, comme tu Oui, dis. bien sûr, mais pas moi. Et je sais pas si c'est votre cas. Assez peu. Hein. Moi, je suis pas végane, mais je considère effectivement qu'il y a, en fait, elle en a un petit peu parlé. Je considère qu'il y a un problème dans la manière dont on conçoit les animaux et quand on voit, moi, ce qui me choque le plus, moi, ce qui fait que potentiellement, je pense qu'il faut changer ce système, c'est l'impact écologique que ça a, parce qu'en fait, non seulement sur les animaux, mais en fait sur nous aussi. C'est Oui, nous toi, qu'on est c'est en le train de prisme foutre de en l'air. l'humain qui va Mais c'est peut-être aussi être la porte d'entrée. le prisme de la souffrance animale. Je sais qu'il y a des gens qui arrêtent de manger pour des raisons de souffrance animale. Moi, ce qui m'a fait arrêter de manger de la viande, c'est, je sais pas si vous avez lu ce bouquin qui s'appelle Faut-il manger les animaux de Jonathan Safran Foer, il me semble. On en a beaucoup parlé. Ouais. Mais En si fait, je le lis après, en fait, j'arrête. c'est hyper intéressant parce qu'en gros, c'est un journaliste et il se pose la question. Lui, il mange de tout, ses enfants mangent de tout, et il se pose la question de pourquoi il y a certaines personnes qui disent qu'il ne faut pas manger de viande. Et en fait, il fait une vraie enquête factuelle. Il va voir comment ça se passe dans les abattoirs, il va voir comment ça se passe dans l'industrie agroalimentaire. Il interviewe des gens, il interviewe des industriels, il interviewe des activistes et tout. Et c'est là, en fait, qu'il se rend compte que tout repose sur un système capitaliste de recherche de profit et que le capitalisme qu'on a partout dans le reste de nos vies, en fait, que ce soit dans le système bancaire ou dans tout le fonctionnement de la société, il est aussi présent dans le système agroalimentaire, en fait. Et qu'on produit pour avant tout faire du profit, et on produit, en fait, en foutant en l'air la planète, en produisant de la viande. Il explique notamment comment ça se passe pour les poulets. Donc, il montre, en gros, qu'ils mettent les poulets sur des espèces de grandes plaques rectangulaires, et en fait, ils les font tremper dans l'eau pour gonfler les poulets. Après, ils injectent des hormones. Enfin, c'est des trucs où tu te dis, mais en fait, à quel moment on s'est dit on va faire ça et c'est surtout que derrière, Là, c'est ils plus cachent... des pratiques d'élevage intensif Ouais. qui sont remises en question. En fait, moi, et ça, c'est là où j'ai commencé à regarder mon assiette. Je me suis dit, mais attends, par exemple, on parle de jambon, mais le jambon, en fait, c'était un cochon à la base. Enfin, tu vois, et Oui. en fait, je me suis dit, en fait, et il l'explique très bien dans le bouquin. Il dit, en fait, on crée une dissonance cognitive entre ce qu'il y a dans notre assiette et la réalité de la chose. Et ça m'a fait... Moi, c'est ça qui m'a fait réfléchir. Je me suis dit, quand même, ça, c'est intéressant parce que c'est une forme de manipulation aussi qu'on essaye de nous faire, de nous dire non, c'est normal. Et ça, on a parlé quand on disait les enfants, ils disent pourquoi on mange des animaux et qu'on leur dit c'est normal. oui. Pourquoi on mange bien une pour vache toi. alors qu'on a un chien? C'est quoi la différence? Voilà, c'est ça, une dissonance cognitive. Un chien, un chat, tu le mangerais pas. Un cochon, tu vas le manger. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des choses qui, moi, C'est en tout cas, culturellement inscrit. m'ont fait réfléchir. Je me suis dit, c'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Et c'est notamment pour ça que je suis devenue végétarienne. Après, le véganisme, c'est autre chose. C'est encore un truc où tu vas plus loin, où, comme tu disais, t'arrêtes de te vêtir, t'arrêtes de manger complètement de protéines animales et tout. En termes de santé, c'est aussi quelque chose qui demande un vrai... parce que du coup, il faut prendre des vitamines parfois pour ne pas avoir de carence, de choses comme ça. Mais voilà, je pense que ça mérite une réflexion. En tout cas, moi, sur cet aspect capitaliste écologique, c'est quelque chose qui me parle. Je trouve juste que, en fait, ce que tu racontes... Et la question de la souffrance animale et du droit à la conscience et au respect à la même hauteur que l'humain, c'est deux voies totalement différentes. C'est pas une question de degré. C'est-à-dire que c'est pas ce que tu dis qui est une réflexion très anticapitaliste, de remise en question du système de l'industrie agroalimentaire. L'étape d'après, c'est pas de considérer, ça me semble pas être la même chose que de considérer que les animaux ont les mêmes droits que les êtres humains. Pour moi, c'est deux choses, deux voies différentes, c'est de logiques. Pour moi, ça a du sens dans le sens où je me dis, tu vois, en fait, voilà, on dit oui, les animaux, c'est pas comme les humains, mais qu'est-ce qu'il y a comme différence fondamentale
à part la conscience, mais en vrai, on peut pas savoir. C'est juste pour moi, c'est juste qu'ils arrivent pas. C'est un petit truc en plus quand même. Ouais, mais ils arrivent pas à s'exprimer. Mais en vrai, Mais ils communiquent. s'ils avaient les mêmes trucs de communication, enfin, tu vois, les animaux, ils pleurent. On le voit dans les vidéos, on voit qu'ils pleurent avant de crever. Oui, après, il faut faire attention à l'anthropomorphisme. C'est pas parce qu'un animal a des réactions qui ressemblent à celles que les humains ont que c'est la même émotion. Il y a quand même une forme de souffrance, tu vois. De souffrance, oui. Mais la souffrance et la conscience, c'est pas pareil. Bien sûr qu'il y a une souffrance. Tu peux pas nier que les animaux, ils ont conscience en fait qu'ils vont mourir et qu'ils sont dans une forme de souffrance face à la mort. Après, moi, je fais une hiérarchie entre la souffrance d'un humain et la souffrance d'une vache, et voilà, je l'assume. Mais comme on disait tout à l'heure, tu fais une hiérarchie parce que tu décides de faire une hiérarchie, mais en fait, il y a d'autres personnes qui font d'autres hiérarchies, et je pense aussi que les animaux, s'ils avaient... je sais pas, s'ils pouvaient avoir une forme de domination sur les êtres humains, peut-être qu'ils diraient nous on fait une hiérarchie, les êtres humains, allez, à l'abattoir. C'est très théorique, enfin, il n'y a pas cette domination des animaux sur les humains. Ouais, mais tu vois, c'est après, au la final, société, c'est des normes. C'est aussi ce qu'on se disait, c'est peut-être que dans quelques siècles, on se dira putain, les barbares qui bouffaient les animaux. Non, mais je pense qu'il y a une différence entre arrêter. Enfin, en fait, je pense que le monde peut passer tout entier au véganisme sans passer à l'antispécisme. Parce que pour moi, le véganisme n'est pas forcément l'antispécisme. Le véganisme, c'est ne pas consommer. Tu peux tout à fait être végane sans penser que les animaux ont une conscience, et sans penser qu'ils sont à égalité, on va dire, des êtres humains sur la sphère de ressenti et d'empathie que tu vas avoir avec. Par contre, si on est dans une société antispéciste, ça veut dire que littéralement, on peut rien faire où on fait passer les humains avant les animaux. Ou alors, il faudrait trancher judiciairement pour tout. Donc, comment on construit des infrastructures, des routes, des machins ? Enfin, il n'y a pas de ville si on est antispéciste, parce que vraiment, pour les animaux, c'est pas dingue. À part pour les pigeons mutants de Paris, c'est pas dingue d'avoir des villes. Mais par contre, en tant que société, oui, on a un problème avec la consommation de viande, je pense qu'on a, avec l'industrie agroalimentaire qu'on a, et peut-être qu'on va à terme tous devenir vegan, et que pour le coup, oui, dans 200 ans, on sera là, mais vous avez vu les maboules qui mangeaient de la viande là-bas, et avec en plus toute la cruauté qui va avec la façon dont on mange de la viande. Mais est-ce qu'on sera un monde antispéciste qui va se dire, en fait, mon gars, on va pas aller dans l'espace parce que ça va cramer des vaches sur le champ où la fusée elle va décoller? Je suis pas sûre qu'on va y arriver. Mais véganisme peut-être. Il y a dans le chat quelqu'un qui dit, je pense que je suis assez alignée sur ça, il n'y a pas de raison fondamentale à cette hiérarchie, à part qu'on a la possibilité d'avoir cette domination en tant qu'humain. Et je pense que le nœud du problème est là. Et effectivement, c'est pas prêt de changer, mais en tout cas, je pense qu'il faut arrêter de se dire on est supérieur aux humains parce que des raisons philosophiques. En vrai, il n'y en a pas. En vrai, c'est juste qu'on est en position d'être supérieur aux on a la capacité d'organiser tout ça, en fait. C'est nous qui avons organisé tout ça, et c'est nous qui sommes au top, et puis voilà, c'est tout. Et voilà, il faut pas chercher plus loin. Et je pense, je suis assez d'accord sur le fait que la domination qu'on a sur les animaux, ce qu'elle disait Hélène Touy, en fait, sur le fait que on fait ça parce qu'on peut le faire, tout simplement. Si on pouvait pas le faire, on le ferait pas. Après, je déteste ce registre d'arguments, alors que je vais l'employer. Il y a quand même un truc de la chaîne alimentaire quand même où les requins bouffent les petits poissons, pas seulement parce qu'ils peuvent le faire, parce que c'est de ça qu'est constitué leur alimentation. Mais ça, c'est l'instinct, et c'est autre chose. Ça, c'est l'argument. Enfin, tu peux pas dire aujourd'hui que l'industrie agroalimentaire telle qu'elle existe actuellement, c'est pour un besoin. On parle pas de l'industrie agroalimentaire. Non, mais tu vois, tu dis ils mangent manger de la viande. Parce qu'on est des êtres omnivores aussi, donc que logiquement... De tout, y compris de la viande. On a cette capacité-là, et on y puise des ressources, des vitamines, des machins et tout. Est-ce que ça a un sens presque philosophique de se dire que on doit aller à l'encontre de notre régime alimentaire en tant qu'être humain? Notre régime alimentaire de base, c'est de bouffer des légumes, de la viande, des fruits pour avoir un équilibre. Aujourd'hui, on est capable de le contourner par comme tu l'as dit, en compensant par des médicaments, en ayant une alimentation très mesuré, en choisissant certains légumes. Est-ce que je sais pas s'il faut aller dans ce sens-là non plus. Je pense qu'omnivore, c'est on peut si on veut, tu vois. T'es pas obligé de manger de la viande. Omnivore, ça veut juste dire qu'on peut synthétiser plein de types d'aliments, et que manger de la viande, des protéines animales, va pas nous rendre malades, tu vois. Qu'on peut en tirer des nutriments et ceux dont on a besoin. Je pense que notre régime de base, c'est pas de la viande, des légumes, des fruits, c'est ce qu'on peut trouver, mon gars, et si on meurt pas à la fin, c'est bien, tu vois, et on s'est construit à partir de ça. Je pense que c'est dangereux l'appel à l'état de nature, parce qu'en vrai, il y a pas de régime alimentaire naturel de base humain. Donc on est arrivé au point de société où on peut dire on n'a pas besoin, pour être en bonne santé, de manger des protéines animales si on ne le veut pas. Il y a des gens qui pensent oui et non, parce qu'en vrai, il y a plein de gens qui sont omnivores qui sont aussi très carencés, tu vois, mais en d'autres trucs.
C'est juste qu'il y a que les véganes et les végés qui ont fait chier avec leurs carences globalement, mais moi je sais pas si j'ai des carences, tu vois. Donc on peut faire autrement, on peut décider qu'en tant que société on veut aller vers autre chose aussi. Et c'est ce qu'elle porte du coup, Hélène Touy. Mais il y a plein de trucs où, enfin tu vois, l'argument de dire oui, naturellement on mange de la viande, certes, mais il y a plein de trucs où on contourne la nature en fait. Enfin tu vois, la contraception, enfin il y a plein de choses. Bah on est là sur internet moderne, à Paris Centre, c'est pas très naturel comme terrain et je reconnais que vous avez raison. Mais, après voilà, c'est des choix, mais en fait, ça parle encore des requins là-bas, je sais pas. En fait, le seul argument, je pense aujourd'hui pour manger de la viande dans la situation telle qu'on est actuellement, c'est qu'on aime ça. Et c'est le seul argument qui est entendable en vrai. Tu vois, on le fait, on sait que ça a des conséquences écologiques, économiques sur la santé, mais on aime ça, donc on continue à manger de la viande. Et c'est le seul argument qui est entendable en vrai. Tous les autres trucs du genre, oui, pour la santé, oui, mais notre culture, tout ça, en vrai, ça tient pas, tu vois. Et du coup, bah, si on aime manger de la viande, on mange de la viande et on accepte. Pour toi, tous les arguments culturels, ils tiennent pas? Bah non. Enfin, surtout... culture, ça peut évoluer, mais c'est pas pour ça qu'on doit la balayer complètement. Ah non, mais vous pouvez continuer, on peut continuer à manger le cassoulet, enfin, il n'y a pas de souci, mais faut juste être conscient que ça a un prix derrière, quoi. Oui, bah, juste... ça n'enlève pas la pertinence du fait que culturellement, c'est indépendant de notre culture. C'est indépendant de notre culture Indépendant. Ah, d'accord. Toujours en difficile. Le cassoulet. Le cassoulet. Indépendant en 3 mots. Non, oui, certes. Après, il y avait des choses qui étaient dépendantes de notre culture, qui ont évolué. Mais bon. Et du coup, dans le chat, les gens disent qu'il faudrait revenir sur la candidature. Bah, je sais pas. Est-ce qu'on a dérivé en débat véganisme? Écoutez, oui. Écoutez, bon. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est vrai que du coup, je pense qu'on a été quand même assez circonscrit sur certains sujets et on n'a pas... Par exemple, on n'a pas parlé de travail, on n'a pas parlé d'économie. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose... Moi, j'ai envie de vous poser une question. C'est... Finalement, elle se cantonne à certaines thématiques en disant là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire, alors que finalement, son point de départ de la cause animale pourrait être la base d'une politique qui soit beaucoup plus large. Quand on préparait cette interview, tu évoquais l'idée de dire qu'on pourrait repenser les relations nord-sud au regard de cette question-là, la question de l'éducation, la question du rapport à la planète, le rapport à la technologie. Il y a énormément de choses qu'on pourrait construire à partir de ce postulat de départ, et alors que c'est son parti, par peur de perdre, je pense, ce pourcentage d'électorat... réactionnaires, ils ne font pas ce travail et ils vont pas chercher ça. En fait, pour le coup, je pense que le projet que tu esquisses, ce serait un projet de gauche en fait animaliste, qui serait plus centré sur la cause animale que ne l'est le parti écologiste actuel, mais qui assumerait en fait. Parce que, par exemple, quand les écolos, ils disent il faut que les cultures, on parlait de culture, il faut que les cultures du Sud, elles deviennent véganes, c'est pas bien, parce que... Alors qu'en fait, historiquement, il y a énormément de pays qui ne consommaient pas de viande et qui, par l'impact de la colonisation, se sont mis notamment à importer des pratiques d'élevage de viande pour la consommation. L'Inde, par exemple, à la base, c'est une culture qui est végétarienne. Les Anglais sont arrivés, on a développé pas mal d'élevage et de culture, et c'est devenu un statut aussi social de manger de la viande. Enfin voilà, il y a toute une histoire autour de la consommation de viande, de l'impact de la colonisation en fait sur l'écologie de ces pays-là, qui est hyper intéressant. Enfin, après on peut en parler pendant longtemps, mais notamment dans certaines cultures, les animaux étaient vus comme des personnages sacrés en fait, enfin qu'on pouvait pas tuer comme même ça. Encore dans certains pays. Oui, on pouvait pas les tuer comme ça. Il y avait tout un cérémonial, enfin voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a été plus ou moins remis en cause par la colonisation, le capitalisme et ce truc de en fait maintenant, regardez les animaux, on peut en élever comme ça et puis on peut les buter comme on veut en fait. Mais lance-toi, c'est ton projet. Vas-y. Tu as une ligne politique, voilà. Mais oui, mais effectivement, c'est pour le coup, je pense que c'est quand même, ça soulève plein de trucs en fait. Enfin, on n'a pas parlé, on aurait pu l'amener sur le terrain de la bouffe halal et tout, mais on l'a pas fait. Mais justement, c'est dommage qu'elle aille pas sur, que ce champ politique et intellectuel, qu'on le partage ou pas, et qui est hyper intéressant. Et c'est aussi ça la politique. C'est pas que voter à un moment. Elle sait qu'elle ne va pas être élue. Donc, il y a un moment, c'est de créer le débat sur un certain nombre de sujets. Et pourtant, ils se privent de cette réflexion, de ce champ politique. Je trouve ça je pense que leur question est tellement minoritaire qu'ils ont
ils se raccrochent aux branches, quoi. Ils se disent, faut qu'on ait les gens de gauche et les gens de droite parce qu'on est tellement... Enfin, c'est tellement, tu vois, comme on l'a vu, hein, quand elle va à la télé, elle a des mecs qui se foutent de sa gueule, quoi. Donc, bien sûr. Donc, tu essaies de garder, de dire au de moins... rassembler et de pas dire les mots qui risquent de t'éparpiller un peu des gens à droite à gauche. Et là-dessus, il y a Sherpa des Neiges sur le chat qui dit « Je pense que le parti animaliste manque de moyens pour étudier en profondeur tous les autres sujets. Plutôt que d'affirmer des idées bancales sur certains thèmes, ils préfèrent rester sur ce qu'ils connaissent. Leur but n'est pas de gagner l'élection, mais de porter le message de la cause animale dans le débat politique. » C'est vrai qu'il peut y avoir un truc de... Peut-être on n'est pas compétent, voilà, elle est comme avocate, sur la politique candidate du parti animaliste, voilà, peut-être que géopolitiquement sur l'Ukraine, elle n'a pas grand-chose à apporter. Après, je trouve que c'est différent de dire on choisit de ne pas s'occuper de ces sujets que de dire écoutez, on n'est pas les meilleures personnes pour en parler, nous on est là pour la cause animale, ce qui est pour le coup ce qu'elle a fait du coup pour la question géopolitique et l'Ukraine. Mais c'est pas ce que Nathalie Arthaud avait fait sur le voile où elle avait fini par dire en fait elle avait commencé en disant la religion ça ne m'intéresse pas, mais au final il y avait quand même une réponse à donner sur la laïcité qu'elle a dû entre guillemets donner parce que forcée par Mathieu Mollard travailler au corps, mais parce que c'est pas un parti qui prétend être en fait quasiment apolitique. Le parti animaliste c'est un parti présidentiable quasiment apolitique. Nathalie Arthaud, on a pu l'amener sur répondre sur la laïcité. Peut-être que le parti animaliste, on pourra pas parce qu'ils vont être toujours en mode c'est pas notre sujet, nous c'est les animaux tout court. Mais bon, les animaux c'est toute la vie. Mais le problème, il y a des enjeux où ils sont complets quand même. Enfin, tu vois, l'éducation. Nathalie Arthaud, elle est extrême gauche. Enfin, elle est positionnée sur l'échiquier. Ouais. Tu vois, alors que là, quand tu dis non, je plane, j'aime tout le monde et tout, au final, tout le monde, mais pas l'extrême droite. Tu peux jamais répondre à des questions comme ça, tu vois, parce que tu vas te couper d'une partie des gens. C'est un débat qui a eu lieu avec la question environnementale il y a quelques décennies, où au départ, il y avait une partie des mouvements politiques écologistes qui disaient ni gauche ni droite, avec il y a même des partis politiques écolos de droite, et au départ, quand les Verts se sont constitués, il y avait vraiment deux courants, entre ceux qui étaient pour une écologie politique de gauche, d'ailleurs qui appellent ça une écologie politique, et des gens qui étaient pour la défense des questions environnementales en disant on n'est ni de gauche ni de droite, exactement sur cette ligne-là, en disant tous les partis, on aura gagné quand il y aura un peu de vert dans tous les partis, on pourra disparaître à ce moment-là. C'était le discours qui existait. Et c'est comme ça qu'il y a eu des gens qui venaient de mouvements écolos, dans des gouvernements de droite aussi, en disant on va faire évoluer les choses, etc. Et finalement, sur la question environnementale, ça s'est quand même pas mal tranché, où aujourd'hui l'écologie politique est de gauche. Elle est présentée comme telle sur les élections, et se revendique comme telle. Alors après, mais j'avoue qu'une écologie politique d'extrême droite, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble, mais à mon avis... c'est du localisme. Ouais, j'allais dire en refermant beaucoup le pays, c'est sûr que tu consommes moins à l'étranger. Consommer local, produire local, relocaliser l'agriculture... Oui, ça c'est la théorie. En pratique, tu sais bien qu'ils aiment bien aller voir les... Ah bah oui. Mais du coup, est-ce qu'à la fin, la gauche sera... Alors peut-être pas antispéciste, mais pro-véganisme à fond, comme la gauche est devenue écolo de façon assez incontournable, où voilà, être un parti de gauche pas écolo, c'est compliqué en 2022. Est-ce qu'en 2032, en 2042, être un parti de gauche qui ne défend pas une alimentation végétale, c'est impossible? Je pense que c'est... En France, le pays quand même de la grosse bouffe, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est vrai ça. Le côté, enfin tu vois, il y a d'autres pays qui sont là, bon bah ok, on va de l'avant, et autant en France, on a quand même ce côté genre non, mon cassoulet, laissez-moi mon magret. Voilà, tu vois. Après, le candidat du cassoulet, il est à 3% dans les sondages, faut pas non plus... Oui, mais c'est mais les candidats avant qui résonnent, quoi. Ouais. Et ça, c'est... Et ça revient à chaque fois dans les débats, tu vois. Dès qu'on parle de mettre des plats végétalisés dans les écoles, ah oui, mais non, les traditions. Mais ça, c'est parce qu'ils n'aiment pas les Arabes, ça n'a rien à voir. C'est parce que tout le monde sait que derrière le végétalisme dans les cantines, il y a le lobby musulman. Bien sûr, qui veut juste manger autre chose que du poisson nul. Tu touches aussi aux enfants, et c'est vraiment un truc de les enfants, ils ont besoin de leur beefsteak et des haricots verts et de tout ça. C'est comme dans les toutes leurs bonnes vitamines, les machins. Mais tu sais que dans les années 50, on leur donnait des petites fioles de vin rouge à la cantine. Ils avaient bien besoin de ça à l'époque, donc c'est preuve encore que tout est culturel. Enfin voilà, c'est... Non, je pense que les enfants, ils ont vraiment besoin de boire du vin. Tous les jours. Tous les jours. On a des petites questions dans le... Je pense qu'on commence à avoir fait le tour. En fait, il y a beaucoup de réactions à ce qu'on dit. Il y a des questions sur, est-ce que le parti s'est positionné contre l'extrême droite? Est-ce que la candidate s'est positionnée contre l'extrême droite ce soir? Il y a des réactions sur, est-ce
elle perd. En fait, sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur est-ce que à force de pas vouloir perdre ton électorat réac, tu risques pas de perdre ton électorat, le reste en fait, et pas les quelques pourcents de très réac. Et il y a, je crois que c'est toujours Isua qui disait, en fait, ça m'emmerde parce que, ok, au niveau présidentiel, oui, le parti animaliste n'a pas beaucoup de chance, mais au niveau des élections locales, ils en ont. Et en fait, là, elle m'a déçue avec le fait de ne pas désavouer Brigitte Bardot et en plus de elle l'a mis sur son site, elle n'allait pas la désavouer ce soir. Voilà. Il y a d'autres personnes d'ailleurs. Il a dit, dont Laurent Baffy, pardon. Il y a Julien moi, ça me donne pas. En fait, ça donne pas envie, quoi. Donc, c'est peut-être un message pour le parti animaliste, c'est Hélène Touy ou le parti, vous regardez ce débrief, maybe des fois s'associer à certaines personnes, ça fait fuir des gens. Je draw the line at racism, quoi. Première ligne, racisme, première ligne immédiatement. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Autant sur le féminisme, je peux excuser, dire oui, bon, ok. Le fait qu'elle ait pas dit je suis féministe, mais pas comme si elle défend les femmes dans son truc. Bon. Oui, mais c'est pas comme si la go, elle était venue défendre Weinstein et dire attendez, il a un grand cœur, il adore les chiens, tu vois, c'est quand même différent. Là, on aurait vu flou sur le féminisme. Mais c'est ce qu'elle a fait sur le racisme, quoi. C'est vraiment la go est après, est-ce adorable. Que si elle avait dit non, mais moi, je défends les... Parce que ce qu'elle a dit, je défends les immigrés, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de faire elle a sorti la carte, je suis allée dans les centres de rétention. J'ai travaillé avec les personnes sans papier, tout ça. Je ne voudrais pas faire un parallèle abusé, mais Marine Le Pen aussi. Le pire. Mais c'est vrai. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Et est-ce que vous auriez accepté qu'elle dise non, mais je n'aime pas les étiquettes, je voudrais pas dire que je suis antiraciste? C'est ce qu'elle dit en disant je veux pas dire que je suis féministe. Après, elle a dit c'est une cause importante. Mais oui. C'est une cause importante, mais c'est une cause. Enfin, tout le monde. Personne va pas te. Je pense que ce qui est différent, c'est que tu vois, la question du féminisme, elle a progressé en 10 ans. Enfin, moi, quand j'ai commencé à parler de féminisme sur Internet, c'était dans les débuts des années 2010, et genre, c'était un gros mot de dire féministe, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu demandes à la majorité des jeunes femmes entre 18 et 40 ans, il y en a pas une qui va te dire ou il y en a qui vont te le dire. Dont Hélène Touy. Mais en gros, globalement, c'est plus... En tout cas, c'est moins vu comme une insulte, globalement, j'ai l'impression. Alors que sur l'antiracisme, la bataille fait rage encore, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'est encore compliqué. C'est encore la bagarre, quoi. Ouais. Tu sais je sais pas. D'ailleurs, Zemmour... Dans le fin des années 2000, début des années 2010, il était hyper misogyne. Il a sorti son bouquin horrible, Le Premier Sexe et tout, où il déroulait ses théories, machin. Et on lui a dit, son équipe lui ont dit, bon, mollo un peu sur la misogynie, vas-y sur le racisme, quoi. Tu vois? Parce les gonzesses, ça commence à se voir, ça va nous poser souci, va sur autre chose. Elles vont voter pour toi, donc ta gueule. Mais par contre, le racisme, tu peux y aller, c'est ta marque de fabrique. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a aussi ça qui est en jeu en ce moment, quoi. Ouais, je sais pas, parce que évidemment qu'il y a eu du progrès sur la question sur la reconnaissance, la place du féminisme. Après, je pense qu'il y a une partie même des jeunes qui se revendiquent pas comme féministes. Ça dépend effectivement si tu veux aller chercher dans certains. Dans certains quoi, oui, mais il y a une partie non négligeable des Françaises qui vont penser que. Qui vont dire oui, le féminisme, non mais c'est dans l'excès, moi je suis pour l'altérité. Pour la complémentarité, attends voilà. Mathieu. On est différents, mais on se complète finalement. Et sur le racisme, c'est aussi, il y a cette ambiguïté-là. La société est quand même moins raciste aujourd'hui que dans les années 60. Quand on prend, il y a un grand questionnaire qui est fait par l'INSEE tous les 10 ans à peu près, où ils étudient un panel extrêmement large de Français, bien au-delà d'un sondage. C'est un grand questionnaire au long cours sur l'opinion française. Et les indicateurs détaillés ils posent les mêmes questions tous les 10 ans. Et sur quel rapport vous avez face à l'autre, face à l'immigré, face à la différence, etc. Le niveau moyen de racisme diminue un peu. Après, il y a des partis racistes qui se sont structurés, qui sont, eux, plus virulents qu'il y a quelques années. Donc, c'est toujours compliqué de dire... est-ce que ça monte, est-ce que ça descend? Donc... Ok. Ouais, je sais pas où je voulais en venir dans ce. Mais je sais pas, on t'a laissé faire une belle histoire. Ouais, fallait m'arrêter, vous coupez-moi un peu. Peut-être une question pour finir, parce qu'on en parlait du fait que le parti animaliste, n'est pas un parti qui sait qu'il a beaucoup de chance à une élection présidentielle, mais à d'autres c'est possible, et comme tu disais, c'est d'ailleurs leur stratégie qui est en cours, et c'est normal, ils ont le droit. Peut-être pour finir, je sais pas, sinon on continue. Isua demande, est-ce que vous pensez que ça serait intéressant qu'il y ait des élus du parti animaliste dans les régions, les départements, etc., malgré cette absence d'alignement droite-gauche? Ce qui peut rejoindre un peu ce que tu disais sur une certaine stratégie écolo qui était, on va partout, on infiltre tout, et comme ça on est partout. Mais il y en a. Des élus du parti animaliste? Ouais, parce que grâce à ce jeu d'alliance, ils ont réussi à fusionner avec des listes.
Et donc, je crois que c'est en Ile-de-France, il y a un ou une élue qui a été élue sur une liste France Insoumise. Ailleurs, ça a été sur des listes de droite, où ils ont quelques élus pour agir au niveau des municipales. Et ce qu'elle avait l'air de dire, c'est que c'était compliqué pour eux, quoi, ces élus-là. Qui, une fois qu'ils sont arrivés en place, c'est pas facile de mettre en pratique le programme, quoi. Ah ouais, après, je pense que la question des animaux et de la nourriture est tellement complexe et elle nous met tellement face à plein de contradictions et plein de personnes n'ont envie d'être en plus le méchant de l'histoire. Puis t'es solo, donc voilà. Oui, et eux, ils sont pas beaucoup. Alors, les cochons. Je pense que notre priorité à l'ordre du jour, c'est vraiment mon truc à moi où je suis tout seul à le porter tout le temps. C'est compliqué quand même. Hein. Ouais. Ah, c'est vrai. Donc il y en a déjà. Un boulot de fourmi, quoi. Est-ce que ce serait intéressant qu'il y en ait plus ? À voir. À voir. Bon, de toute façon, déjà, on verra le 4 mars où on en sera. Pour Hélène Touy, on attend de voir le 4 mars. Elle a 93 signatures actuellement. 97. Oui. Ça sent le sapin quand même. Ouais, je pense pas qu'elle est partie pour faire le grand chelem. À moins qu'on ait 400 signatures par jour pendant 4 jours, c'est parti. bam. Le 4 mars, on y croit. Mais je pense qu'un peu comme Lutte ouvrière, c'est pas... Ils sont lucides sur... mais Lutte ouvrière, elle a ses 500 signatures. Oui. Bien sûr, mais elle va pas être là. Bah oui, ils ont pas encore les 500, peut-être on sait un pas jour. si elle fait les scores du chat de Nathalie Mademoiselle. Arthaud, elle les a eu juste après le live. Donc grâce à nous, on peut dire en que quelque grâce sorte. au raid de Jean Massier, Hélène Touy va avoir ses parrainages. Si vous êtes maire ou mairesse et que vous voulez soutenir le parti animaliste, écoutez, vous êtes au bon endroit, allez-y. Yes, alors pour conclure, j'ai envie de vous lire mes notes que j'ai faites qui sont ça se passe de commentaires. La semaine prochaine sur Twitch, on reçoit Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire France Insoumise à la présidentielle du parti animaliste et maire de Paris. C'est un mix de mes 3 notes. Waouh, c'est un Frankenstein de notes. Donc bien sûr, on reçoit Mathilde Panot qui n'est pas maire de Paris ni membre du parti animaliste, mais qui est présidente du groupe parlementaire France Insoumise. Députée. Qui soutient donc Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle. Elle sera avec nous la semaine prochaine de 20h à 21h. Et du coup, et après, il y aura le débrief qui fâchent. Et après le débrief. Voilà. Yes. Meilleur moment toujours. Mais venez à 20h quand même, pas que à 21h quand on mange des chips et qu'on dit des trucs sur les gens. Attendez pas que Jean Massier vienne avec vous, là. Venez. Ouais, carrément. Bien sûr, bien sûr. D'ici là, du coup, on sera toujours ensemble pour l'interview. Mathieu Mollard, Maëlle Lecor, Mimi Egel, Mélanie Wonga. Le chat. Merci pour cette magnifique interview, encore une fois, ce soir. Ravi. Je sais pas si c'est ironique ou pas. Pas du tout. Non. Je sais pas. Non, vraiment pas. D'accord, ça fait plaisir alors. Mais pas du tout. Oh. Bon, merci à Inès Pollon à la régie technique, aidée par Robin, dont je n'ai pas le nom de famille. Merci à toi, Robin, tu as sauvé Robin. la soirée. Et Émilie. Et Émilie aussi. Émilie était là aussi. Mimi, Hegel au chat, à l'oreillette. Merci à toute l'équipe de Mademoiselle, à la modération, Ezoc et Chino. Je suis très fatiguée. Et merci à Humanoïde qui nous aide également toujours à porter ce projet. Et bonne soirée tout le monde. À lundi prochain. À lundi. Bye.